Vraiment, le Georges V, c'est là où j'ai commencé à péter. Georges V, c'est quelque chose de grand. Je me réfère toujours au classique pour créer un plat. Donc pour toi, la gastronomie française, ça reste le socle. Pour moi, c'est super important. Violence verbale et j'ai aussi vu des choses où on passe à l'acte. Genre? Mais brûler une cuillère et brûler le bras de quelqu'un, mettre des béquilles. Non, j'ai vu des choses de malade et insulter tous les noms. Yanis Gare, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit je suis très très content d'être ici. C'est un peu bizarre parce que j'ai pas l'habitude d'être sous les feux de projecteur, mais très très content. Sous les lights. Très 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 content. Écoute, je suis super content de te recevoir. Je suis super content, je dirais, de te mettre à l'honneur. Enfin, je dis ça humblement, mais comme tu le dis si bien, t'es pas dans les médias, t'es pas. C'est ton premier podcast. C'est ce que tu m'as dit, donc je suis très honoré de le faire avec toi. En tout cas, merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Bon, je pense qu'on peut le dire, tu vois, on est amis depuis une petite année maintenant. Ouais, un peu plus, je pense. Ouais. Sur Instagram, on a commencé et après, ça s'est suivi sur Dubaï. Ça s'est suivi sur Dubaï. Rencontre à Paul. Ouais, rencontre à Paul. Et comme le savent beaucoup de mes amis, j'ai pas souvent des nouveaux amis, tu vois. Je suis un peu un sauvage et je sais pas, avec toi, ça, comme disent les anglo-saxons, ça clique tout de suite. C'est réciproque en tout cas. Et voilà. Et du coup, ça fait longtemps pour tout te dire que je voulais avoir un entretien avec un chef. Parce que moi, à titre perso, c'est un domaine qui me fascine, qui me passionne. J'ai un immense respect pour ce que tu fais, pour ta profession, je dirais même au sens large, hein, tu vois, pas que toi, mais pour ce boulot. Cette manière de sublimer les produits que la terre a à offrir, tu vois, enfin, la terre au sens large. Voilà, donc je suis super content de t'avoir. J'espère que les gens ils vont apprécier. Et sachant que tout le monde aime la bouffe, en vrai. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est vrai. En plus, t'as beaucoup de gourmands dans tes followers. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de comment on dit, les foodistas, non? C'est ça un peu, hein, c'est ça. Hein. Écoute, donc pour retracer un petit peu ton parcours, enfin pour contextualiser déjà. Donc on est à Dubaï ici et donc tu es à la tête d'un restaurant français qui vient d'ouvrir. C'est ça, Eugène. Voilà, Eugène. Moi, quand on s'est connus, tu étais second chef. Voilà, sous-chef au Burj Al Arab. Sous-chef au Burj Al Arab, donc qui est, pour les gens qui ne connaissent pas, l'hôtel le plus prestigieux. C'est le plus étoilé au monde et voilà, c'est une grande différence par rapport aux autres palaces où j'ai pu travailler. Ouais. Parce que le Burj Al Arab, c'est carrément c'est majestueux en fait. C'est vrai que ça l'est. Ouais, non, c'est ce qui fait la différence entre Burj Al Arab. Donc c'est un resto qui est étoilé Michelin, c'est ça? Oui, on a un restaurant Al Muntaha. Ils ont un restaurant une étoile au guide Michelin. Et après, tu as plusieurs outlets qui sont très prestigieux aussi. Donc à la suite de ça, tu es parti au Beach Club de ce même hôtel? Voilà, en fait, à Sal Beach, il y avait la carte à rechanger un petit coup, à donner un peu de fraîcheur. Et ils m'ont appelé en fait pour faire quelques créations. Et puis j'ai accepté ce challenge parce que c'est un beau restaurant. Et puis voilà. Ok, et du coup après tu es parti à Eugène. Donc tout ça on va laisser de côté pour l'instant. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, sur qui Yanis tout simplement. Je sais que tu as gagné un prix, le prix des étoiles de Mougins. C'est ça. En 2017. Ouais, j'avais 21 ans. C'est ça, donc on y reviendra au fur et à mesure de ton parcours. Avant toute chose, j'aimerais que tu me donnes c'est quoi ton premier souvenir culinaire? Premier souvenir culinaire? Quand on parle bouffe, nourriture, repas, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? Alors c'est avant d'avoir commencé la cuisine. En fait, moi j'avais mon père qui était boucher. Ouais. Et qui avait vraiment un talent de cuisinier. Mais tu sais, le cuisinier avec vraiment des plats de grand-mère, des plats, plats à l'ancienne, les blanquettes de veau, les bavettes à l'échalote. D'ailleurs, d'où la bavette, tu nous en parleras après. Okay. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me faisais réveiller. Mon père était boucher, donc il se réveillait très tôt le matin pour travailler. Donc, en fait, à 8h du matin, il se prenait son lunch carrément. Ah ouais. Donc, en fait, je me faisais réveiller par l'odeur d'une bonne bavette à l'échalote. À 8h du mat. Ou les plats qui commencent à mijoter pour le midi, ou plein de choses comme ça. Donc ouais, j'ai direct baigné en fait, dans ce milieu-là avant d'y avoir commencé. D'accord, et donc ton père autodidacte, ouais, c'est ça. Aucune formation de cuisinier ou... En fait, il a repris l'affaire de ses parents en tant que boucher,
mais il avait un talent fou aussi de cuisinier, qui nous a transmis à moi, mon frère et aussi ma mère. Donc c'est plus ton père que ta mère, l'empreinte cuisine, Clairement. l'amour du produit et tout, c'est ton père. Ah, c'est mon père. C'est mon père, c'est les racines de notre métier, quoi. D'accord. T'as des origines méditerranéennes, je pense? Ouais. Ma mère, elle est marocaine, donc elle est née au Maroc et elle est venue en France très jeune, à l'âge de 18 ans. D'accord. Donc voilà, ils se sont mariés avec mes parents, enfin avec mon père, pardon. Et puis voilà. Est-ce que du coup ces origines marocaines, est-ce que dans je dirais ta patte de chef, on les retrouve ou... Ouais, clairement. Si vous avez l'occasion de venir goûter ma cuisine, vous verrez beaucoup de touches méditerranéennes. Parce qu'en fait, je veux pas me focaliser sur la cuisine parce que moi, j'ai toujours baigné dans la cuisine française. Et il faut mettre une touche un peu méditerranéenne, pour apporter un peu de fraîcheur. Parce que cuisine française, c'est très, très riche, très compact. Et quand on met un peu de touche méditerranéenne, ça apporte un peu de soleil. Tu viens de dire you know, non, je crois. Ouais, faut l'excuser, mais en fait, on vit à Dubaï et on parle en anglais toute la journée. Et toi, tu parles en anglais avec le staff dans ta cuisine, donc ouais, c'est compréhensible. Du coup, est-ce que c'était un choix parce que ton frère aussi est chef? Ouais. On y reviendra tout à l'heure. Et du coup, est-ce que c'était imposé par ton papa de vous orienter dans la cuisine ou est-ce que c'est venu naturellement? C'est venu comment? Pour être honnête, moi, à l'école, ça allait pas trop. Au collège, j'étais très dissipé. Franchement, je foutais un peu le bordel. Pas de bordel, pas méchamment, parce que je suis pas quelqu'un de méchant. Mais c'était toujours dans la rigolade. Je prenais pas les choses sérieuses. Et j'aimais pas ça, en fait. J'aimais pas l'école. Et après, ma mère, mon frère avait déjà commencé entre-temps l'école de cuisine. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, je sais pas quoi faire avec toi, donc je vais te mettre à l'école où Mehdi a été, comme ça, tu vas suivre. Il y a plein de choses. Il y a la pâtisserie, la cuisine, il y a le service. Tu feras ce que tu aimes. À quel âge on commence du coup un cursus cuisinier? Alors moi, j'ai pas fait de troisième, donc j'ai commencé un peu plus tôt. J'ai commencé à 14 ans. D'accord. Le CAP. J'ai commencé par un CAP cuisine où directement j'ai commencé à adorer. Et j'ai commencé à adorer parce que j'étais déjà passionné. Parce que je te disais que je suivais déjà mon père, ce qu'il faisait. Et chez moi, ça parlait que de cuisine. J'ai mon frère qui cuisinait du coup. Et voilà, on parlait que de cuisine. On parlait football et cuisine. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai direct accroché. J'ai grandi, on va dire, un peu plus vite que les autres. Parce que j'avais le travail à l'école et j'avais aussi le travail à la maison. Donc finalement, ce que tu apprenais à l'école durant ton CAP, je l'appliquais à la maison. Chez toi, il y avait cette espèce de communion un peu où avec ton père, ton frère, vous en parliez, vous mettiez les choses... Tout le temps. On parlait de cuisine, même de tout et de rien. On parlait de recettes, on parlait de ce qui se fait ailleurs. Et aussi, j'ai toujours eu cet esprit un peu compétition avec mon grand frère. Mais compétition dans le bon sens. Donc, tu vois, je voulais toujours bien faire, avoir la meilleure note parce que lui, il avait toujours les meilleures notes. Donc, tu vois, juste par question de principe. Pas qu'il se foute de ma gueule ou... ce côté-là, il m'a beaucoup aidé. Pas être le loser ou le second. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc CAP, et CAP, donc ça dure combien de temps un cursus CAP? Alors, j'ai fait ça en 2 ans. Que à l'école avec un stage qui aboutissait depuis. T'as fait ça dans quelle ville? À Bobigny. Ok, en 93. Région parisienne. Voilà, région parisienne. Et après, j'ai suivi par un bac pro, parce qu'il fallait un minimum bac pro pour commencer à réellement travailler. Et je l'ai fait en apprentissage au Café de la Paix. D'accord. Donc, Café de la Paix, c'est un restaurant emblématique à Paris. C'est à l'hôtel Intercontinental Paris-le-Grand. Où là, j'ai vraiment rencontré les bonnes personnes qui m'ont vraiment ouvert le regard sur ce qui est la gastronomie. Donc déjà très jeune, j'ai commencé à toucher un peu le monde des grands. C'est brasserie ou pas? Ou c'est vraiment gastro comme tu le dis? C'est une brasserie de luxe. C'est une brasserie de luxe. Quand je dis gastronomie, c'est pas forcément un restaurant étoilé. Ouais. La gastronomie, c'est grand. Ça veut pas que dire une étoile ou... Gastronomie, c'est quand on utilise des très bons produits, qu'on les travaille avec respect et qu'on
Tu vois, qu'on fasse les plats très raffinés. C'est ça la gastronomie pour moi. Et voilà, j'ai fait 2 années là-bas où j'ai vraiment progressé. J'ai vraiment progressé. C'est quelqu'un de connu, le chef qui était dans la cuisine à l'époque? Ouais, meilleur ouvrier de France, Christophe Raux. Donc très, très, très grosse tête dans le métier. Et beaucoup de respect pour lui d'ailleurs. Et après, j'ai suivi avec un BTS. En fait, je me sentais pas de ouais, donc quand même études supérieures. Ouais. Je me sentais pas de franchir le pas. Je voulais un peu plus. Je voulais un peu plus de connaissances sur le management, parce que à cette époque-là, je voulais peut-être ouvrir mon business dans les années à venir. Donc, je voulais avoir cette notion là. Donc, quand tu sors d'un CAP et quand tu te dis, OK, j'ai besoin d'un BTS, c'est quoi? Est-ce que c'est des skills de cuisinier qui te manquent ou... Non. Non. C'était pas le style de cuisinier, c'était plus le côté management, comment manager un restaurant, le côté business, les costs, tous ces côtés-là. C'est ça là que je voulais avoir au moins une première connaissance. Comment calculer un prix d'un plat, comment être rentable, tout ce côté-là. Parce que le travail d'un cuisinier, c'est pas seulement servir un plat. C'est aussi faire rentabiliser un restaurant, c'est aussi... c'est plein de choses. Il y a plein de travail dans le fond, en fait. Bon, ça, c'est l'optique quand tu aspires à ouvrir un restaurant, ouais, j'imagine. C'est pour ça que je te disais que il y a des années, il y a 5-6 années de ça, je voulais peut-être être propriétaire. Donc au final, tout cumulé, tu as combien d'années d'études pour... Donc là, j'ai fait 6 ans. 6 ans d'études et plus de 6 ans d'expérience de travail. Est-ce que quand tu commences, est-ce que c'est comme on l'imagine ou comme moi je l'imagine ou un peu comme on le voit dans les films, où tu étais dans la cuisine et tu passes tes journées à te faire gueuler dessus, à être qu'une merde, à avoir 50 mecs qui te donnent des ordres? Ça ressemble à quoi quand tu rentres dans une cuisine et que t'es personne et... Pour être honnête, là, le monde de la cuisine est en train de changer. Avant, il y avait moins de restrictions, moins de règles, Et avant, ouais, non, c'était... Parce que moi, je suis content, et je suis content d'avoir connu ce... T'as quel âge pour que les gens ils se rendent compte? Moi, j'ai 28 ans. D'accord. Voilà, j'ai 28 ans, et franchement, j'ai connu ce moment-là, mais vers la fin, où il y a un peu de violence, mais toujours dans le respect. En fait, ça dépend de toi. J'aime bien ça, la violence dans le respect. C'est pas, violence verbale. Voilà, violence verbale, et j'ai aussi vu des choses où on passe à l'acte. Genre? J'ai vu des choses... Raconte, sans nommer les mecs. Non, mais... Bien sûr, je donne pas les noms. Mais brûler une cuillère et brûler le bras de quelqu'un, mettre des béquilles... Non, j'ai vu des choses de malade, et insulter de tout néon. J'ai vu aussi beaucoup de petites choses un peu... toujours un peu de choses racistes. Ah ouais? Ouais. Et toi, tu l'as ressenti ça Moi, avec non. ton nom de famille, tes origines? Non, jamais. Jamais, parce que... Voilà, après, ça dépend aussi de la personne, comment t'es, parce que moi, je suis quelqu'un qui est toujours dans le respect, très humble, mais qui a du caractère. Je me laisse pas faire, et c'est pour ça que à cet âge-là, je suis déjà là aujourd'hui, entre guillemets. Là où t'en es, ouais. J'ai pris ma première place de chef à 27 ans. Donc c'est quelque chose déjà de grand. Mais attends, la cuillère, c'est quoi? C'est-à-dire que le mec, il a mis la cuillère sous le feu? Ouais, cuillère à blanc, là. Ouais. Et après, psh. Mais... Me demande pas pourquoi, c'est... Coup de sang, et le gars, il a vrillé. Ouais, non, parce que quand tu sais, quand les gens ils font genre ils répètent des bêtises ou des trucs comme ça, ils perdent un coup de... Bam. Et en fait... Non, mais c'est des trucs de malade. Hein. J'ai vu des choses comme ça, c'est atroce. Franchement, c'est atroce. Et c'est des histoires qui restent dans la cuisine, c'est des trucs qui ne s'ébruitent pas, c'est pas un truc où le mec va appeler la presse, se plaindre. Ça reste dans la cuisine. C'est comme un peu dans le football. Hein. Quand il y a des problèmes dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire. C'est la même chose. Et ça en vient pas aux mains. Le gars, il a pas dégoupillé, il est pas... Bien sûr, j'ai déjà vu plein de bagarres aussi. Ah ouais? Plein de bagarres. Donc c'est un milieu quand même très viril, la cuisine. Très dur. La cuisine, c'est très très compliqué. Mais ça, je te parle ça d'avant. Et là, ça a beaucoup changé, parce que maintenant, il y a beaucoup plus de règles, beaucoup plus. Dès que tu commences à dire un truc de travers, on te dégage. Avant, c'était pas comme ça. Donc le chef, il a comme titre chef, mais il y a moins cette notion de hiérarchie où tu sais que le chef, il est tout permis, quoi, peu importe ce qu'il va te dire, tu fermes ta gueule, et il a le droit de vie ou non. Après, alors là, ça c'est une. Si t'es passionné,
tu connais la hiérarchie et tu respectes juste tes supérieurs. Et franchement, si t'es focus et tu continues ton chemin en respectant les gens tout en faisant ton travail, la réponse, ça se fait sur le terrain. Si t'es bon, quoi qu'il arrive, tu seras récompensé. Et c'est ce que j'ai compris et c'est ce que j'ai fait. Il y a un côté un peu martial, je trouve, même dans le champ lexical, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, de dire chef, sous-chef, de dire que t'es à la tête d'une brigade. C'est très proche de la guerre, enfin, c'est la même chose, c'est une brigade. C'est ça. Et la batterie, on parle de matériel. Il y a plein de choses qui sont en... Et la rigueur, même les côtés, je sais pas, quand t'envoies un plat, le oui chef, ça part chef, des trucs comme ça, c'est peut-être ça que je trouve kiffant, enfin, en plus du côté vraiment fin gourmet. Mais après, chacun son approche. Moi, je sais qu'avec mes gars, je suis très, très, très proche. Qui m'appelle chef ou pas, c'est pas mon problème. Moi, je suis très, très proche, je les prends par... Tu sais, je les considère comme ma famille. C'est vrai que tu m'as fait visiter la cuisine de Eugène. Et j'ai vu que vraiment, t'étais apprécié. Enfin, ça m'a, pour le coup, sauté aux yeux. En fait, moi, je regarde pas comment les autres managent leur cuisine. Je manage la cuisine comme moi, je le sens. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Donc toi, t'es pas à cheval sur les chefs, les titres, quoi. Par contre, je suis très à cheval sur la qualité de l'envoi, qualité des produits, qualité de ce que tu sors. Voilà, je suis très, très, très strict dans le travail. Par rapport à l'expérience que j'ai eue. Du coup, ton expérience, on y vient. Je pense que la plus grosse maison que tu as fait en France, c'est le Georges V, j'imagine. Ouais, le Georges V, c'est... T'as fait combien de temps là-bas ? 5 ans. Vraiment, le Georges V, c'est là où j'ai commencé à péter. En termes de skills, en termes de... Non. Georges V, c'est quelque chose de grand. Je suis arrivé, j'ai fait 1 an en cold section, en partie froide, pardon, aux entrées. Et après, je suis très rapidement passé au chaud. Et donc là, pour que les gens comprennent, quand tu dis que tu es aux entrées, pendant 1 an, tu ne fais que des salades, que des entrées. Non, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est le garde-manger, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est sectionné souvent en 3 parties. Tu as le garde-manger, tu as la partie garniture et tu as la partie cuisson. Donc, la partie cuisson qui globalise le côté viande, le côté poisson, le côté crustacé. Et les garnitures, c'est ceux qui s'occupent un peu de toutes les garnitures des plats. D'accord. Tous les accompagnements. Et le garde-manger, c'est un peu le poste... ils sont un peu... voilà. Parce qu'en gros, le garde-manger, il s'occupe de toutes les entrées, de toutes les premières préparations. Donc, tu vois, les premières préparations pour le grill aussi. Donc non, c'est un poste très compliqué. C'est un poste qui, pour moi, facteur dans la cuisine. Ok. Mais c'est pas le plus plaisant. C'est pour ça que... Pourquoi ? Parce que c'est le plus compliqué. Tu as tout à gérer. Tu as les entrées et tu as aussi... toutes les premières bases de mise en place pour toutes les sections. Pardon. Et j'imagine qu'à ce stade-là de responsabilité, tu n'as aucun moyen de création ou de... Si, justement. Si, tu peux. Si, justement. Ça dépend parce que c'est l'endroit où tu es normalement le plus staffé. Donc, après, ça dépend toujours de toi. Moi, je sais que je déteste la routine. Et en fait, chaque jour au travail, moi, je me dépêchais de faire tout mon job propre, carré. Et après, tout mon temps, ou alors je faisais des heures en plus pour faire des nouvelles créations. Au début, je le faisais pour moi. Et après, je commençais à le faire pour des chefs. Et comment, quand on est dans une maison aussi emblématique que le Georges V, comment on arrive à se démarquer aux yeux du chef ou même du sous-chef et à exister, à pas être juste le mec qui exécute et... C'est l'implication. Quand tu vois quelqu'un qui s'implique pour toi, quand je suis chef de cuisine, je vois quelqu'un qui fait 2-3 heures en plus par jour pour me faire des nouveaux plats, pour rafraîchir un peu ma cuisine, parce que souvent les grands chefs, tu vois, ils ont leurs plats qu'ils ont depuis des années, qui le mettent un peu au goût du jour chaque année, et ils aiment avoir des petits jeunes qui sont là pour leur donner une petite fraîcheur, des nouvelles idées, des nouveaux... Ouais, mais c'est le chef qui vient te dire écoute Yannis, je sais pas moi, admettons t'as un bœuf Wellington et donc toi-même tu vas te permettre de le retravailler dans la cuisine de ce chef-là pour peut-être lui suggérer quelque chose, ou c'est lui qui te sollicite en te disant écoute, j'aimerais que tu retravailles sur mon bœuf Wellington, ou est-ce que c'est pas mal vu si par exemple tu taffes sur sa recette
Et qu'entre guillemets, tu vas le voir en lui disant je pense que ma recette est meilleure que la vôtre, chef. Non. C'est souvent le chef. Parce que moi, après, vers la fin du Georges V, j'ai été un peu sur toutes les créations. En fait, il m'avait mis au pôle recherche et développement. Et en fait, c'est lui, je m'assis avec le chef Christian Lesquer tous les jours il me donnait la ligne directive. Il me disait, voilà, on doit travailler sur un homard cette année. Voilà, moi, je voudrais ça. Et toujours, en fait, moi, j'appliquais mes petites idées en plus. En fait, je restais pas que sur ces idées-là, j'apportais aussi les miennes. Et en fait, c'est ce qui faisait, voilà, c'est ce qui fait, qui m'appréciait. Parce que je voulais toujours donner, impliquer. Non, ça dépend après des personnalités de chef. Parce qu'il faut savoir que chaque chef est différent. Et ça s'est bien passé? Pourquoi c'est parti du Georges V? Voilà, la seule raison pourquoi je suis parti du Georges V, c'est parce que je voulais m'ouvrir à l'international. D'accord. Et je voulais aussi un peu plus penser à moi, plus penser à ma carrière. Parce que Paris, voilà, Paris c'est très très bien. Hein. Au niveau de la gastronomie, c'est un des plus. C'est pas censé être ce qui se fait de mieux au monde? Si, c'est un des plus costauds. Ah, je sais pas. Un des plus costauds parce que maintenant on a beaucoup de concurrence. Enfin, nous, la France, on a beaucoup de concurrence entre guillemets avec l'Asie qui se fait très bien, les pays nordiques qui sont très très bons, les Espagnols aussi. Non, il y a pas mal de concurrence. Mais voilà, la cuisine française, c'est connu pour être très technique, c'est la source entre guillemets. Et non, parce que je voulais vraiment m'ouvrir à l'international, voir un peu plus le côté business. Le côté business, apprendre l'anglais, parce que quand je suis arrivé ici, je parlais pas anglais, je parlais pas un pet anglais. Et donc, ouais, c'est m'ouvrir à l'international. Et donc, tu n'aurais pas pu rester, par exemple, au Georges V, évoluer, devenir. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable quand tu rentres là-bas, de te dire je serai le chef du Georges V dans 5 ans, dans 10 ans Dans 5 ans, non, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que pour moi, je pense, en France, on ne donne pas les opportunités comme ici à l'international. En France, c'est très compliqué, il y a beaucoup de concurrence, et ils ne donnent pas la chance aux jeunes. Donc, tu vois, moi, à 25 ans, je crois qu'ils m'ont donné la place du... À partir de quel âge t'es considéré comme n'étant plus un jeune ou un débutant dans la cuisine? Récemment, parce que, comme je te disais, moi, je suis quelqu'un de très humble et j'ai toujours l'impression d'avoir plein de choses encore à apprendre. Toujours, encore maintenant. Et, mais ce qui fait la différence, en fait, c'est que moi, je me donne tout le temps des gros objectifs. Tout le temps. Si j'avais su que j'allais être chef à 27 ans, ma première place de chef à 27 ans, je n'aurais jamais cru. C'est stylé, hein. Et ouais. Puis tu vas nous raconter un petit peu après le process, parce que moi j'ai suivi un petit peu quand on discutait sur la création de la carte et tout. Ouais. Oh là là. Et en fait, c'est vrai que je trouve que c'est des responsabilités incroyables. Ouais. Et question bête, mais je me demande, est-ce que quand tu es chef à ton niveau, est-ce que ça implique de connaître un petit peu cette fameuse gastronomie française par cœur, un peu toutes les recettes? Est-ce que tu es capable, là par exemple, si je te donnais une feuille et un crayon, de me dire un bœuf bourguignon c'est ça, une blanquette de veau c'est ça, tu vois, en termes de quantité, est-ce qu'il faut connaître ces classiques au point de les avoir en tête ou Moi je pense que c'est super important d'avoir les classiques en tête, les connaître parce que moi par exemple, après ça dépend de plusieurs chefs, mais moi je me réfère toujours aux classiques pour créer un plat. Toujours. Même si dans la finalité, je suis totalement différent, mais tu as toujours cette base-là. Donc pour toi, la gastronomie française, ça reste le socle? Pour moi, c'est super important. Après, tu as d'autres chefs qui vont te dire, voilà, non, il faut s'ouvrir, il faut beaucoup plus s'ouvrir, mettre un peu d'asiane, un peu de... Non, moi, je suis comme ça en tout cas. C'est quoi ton plat préféré de la gastronomie française? Je pense que la blanquette de veau. Ok. La blanquette de veau. Parce que c'est un plat mijoté qui se mange avec une baguette de pain, carrément. Du coup, c'est quoi? Pour moi, le plus important, c'est la sauce. Voilà, j'allais dire, c'est quoi qui fait une bonne blanquette de veau d'une excellente blanquette de veau? C'est la sauce. Ou le homard à la marocaine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le homard à la marocaine. C'est un plat de riche. Hein. Parce que c'est du coup du homard. Ouais, c'est un homard entier que tu coupes et tu fais mijoter dans une sorte, après qui devient une sorte de bisque. Et ça, je peux t'assurer que... Pareil, tu mets la baguette en entière. En fait, j'ai toujours cette référence-là de la baguette parce que quand tu sauces un plat, c'est que t'aimes. Quand tu reviens, quoi. Quand tu reviens, tu comptes même pas combien de baguettes t'as mangé pour finir ce plat-là.
Donc une bonne blanquette, c'est pas tant la qualité de la viande, mais c'est plutôt la sauce pour toi. Non, bien sûr, c'est un tout. C'est un tout, mais pour moi, la sauce dans un plat, c'est le plus important. Donc Pour la moi, blanquette. Ouais. Pour moi, la sauce, c'est le plus important. Et tu penses faire une bonne blanquette, Ouais, toi? bien sûr. Ouais. Sans prétention, je pense assurer. Bah, pour avoir goûté tout ce que toi tu fais à manger, en tout cas, franchement, c'est exceptionnel, sincèrement, tu vois. Et c'est quoi pour toi, l'ADN de la gastronomie française? C'est quoi qui fait qu'on est si populaire? C'est quoi qui fait qu'on est, que les gens du monde entier sont en kiff sur la bouffe française? C'est je pense qu'on a une qualité de régularité. C'est que vu qu'on a toujours des recettes de base, en fait, on est constant. Tu vas manger une sauce, tu en mangeras toujours pareil, par exemple. Et je pense que la régularité, c'est la qualité. La régularité, c'est la qualité. Ouais, mais quand t'es touriste, je me mets à la place d'un touriste qui arrive à Paris, qu'est-ce que tu penses vont être ces... Parce que, bon, effectivement, si tu vas dans les grandes maisons, si tu vas au Plaza, si tu vas au Georges V, t'es sûr que tu vas bien manger. Mais même à Paris, même, tu as des bistrots. Parce qu'en fait, on a un terroir. On a tous les meilleurs produits. Tous les meilleurs produits, on les a en France. Que ce soit dans le fromage, que ce soit dans les fruits de mer, que ce soit dans les viandes, que ce soit dans tout ce que tu veux. Pour moi, on a quasiment tous les meilleurs produits. Donc, quand tu commences par des très, très bons produits, la finalité, elle se fait facilement. Si tu respectes le produit, tu peux avoir un résultat que dingue. Et est-ce que pour toi, les arts de la table au sens large, est-ce que c'est vraiment important? Parce que en préparant l'émission, j'écoutais une interview de Alain Ducasse qui disait qu'en fait, pour lui, la haute gastronomie, c'était pas juste la nourriture, mais que c'était en fait c'était l'accord mets-vin, c'était la vaisselle, le service. Tout est fait, ouais, non, c'est clair. La France, en fait, c'est connu aussi pour ça. C'est pour ça qu'il y a plein d'écoles françaises qui s'instaurent dans tous les pays du monde. Parce qu'on a cet art-là qui est l'art de la table. Et pour moi, l'art de la table, ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec Alain Ducasse. C'est un tout. C'est pas que la cuisine. Après, l'art de la table, on est d'accord que c'est quand on commence à aller dans les hautes sphères et dans les étoilés, quoi. Ouais, mais comme je t'ai dit, même le bistrot du coin, s'il se réfère à la cuisine française, il aura toujours cette base-là. Après, voilà, ce sera pas... par exemple, tu vas au Bouillon Chartier, il te fait l'addition sur la table. Mais ça, c'est stylé de fou. C'est ce qui fait la beauté. Ça, c'est... À moi, les brasseries, on en avait parlé, on avait eu cette discussion. Et moi, ça me fascine, le poireau vinaigrette, tu sais, avec, je sais pas moi, une purée de pommes de terre et un bout de saucisse. Ouais. Dans les comment ça s'appelle? Chez Lip, tu vois, où j'étais allé, je t'en avais parlé, j'étais en admiration. Et ouais, c'est comme tu dis, il déchire un bout de nappe et il va marquer la commande dessus. C'est dingue. Mais à côté de ça, il y a quand même parce que c'est des garçons qui sont... Enfin, les serveurs, je pense qu'on dit garçons de café, enfin, je sais pas, mais c'est des mecs qui ont du métier, tu vois. C'est des mecs qui ont entre 50 et 60 balais, tu vois, qui ont le verbe haut, qui ont un franc-parler et en même temps qui ont les bonnes manières, tu vois, qui savent amener l'assiette, qui savent débarrasser, qui savent te suggérer quelque chose à la carte. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'est des gens qui n'ont pas une personnalité effacée. Au contraire, c'est qui sont dans un personnage. Je sais pas s'ils sont dans un personnage ou ils sont comme ça dans la vraie vie, mais... Et ça, moi, je trouve c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que quand t'as l'impression dès qu'ils mettent leur tablier de service, ils sortent de leur... Non, c'est vrai. Et c'est ça, en fait. Et je me dis, quand t'es touriste, c'est ça que tu dois venir chercher. C'est pas forcément les étoilés, mais c'est ce genre de bistrot où t'as l'impression que t'es dans la France des années, je sais pas, 40, 50, 60. C'est ce que je te dis. Franchement, la France, elle respecte ses sources. Et quand on apprend quelque chose à l'école, on l'applique automatiquement et on le remet au goût du jour. C'est ce qui fait la beauté de la France. Et donc pourquoi du Georges V t'atterris à Dubaï? Parce qu'en se faisant l'avocat du diable, on peut se dire il part du meilleur pays, du pays number one dans la gastronomie, et il va dans le pays le plus éclaté, entre guillemets, le pays le plus antagoniste à la gastronomie française. Alors là, je pense que tu te trompes un petit coup parce que Dubaï, c'est un pays qui se développe énormément. Regarde, tu as le Goemio et le Michelin qui ont atterri à Dubaï. Tu as de plus en plus de restaurants. Tu as de plus en plus, maintenant que je sais que je suis chef de cuisine dans un restaurant, je regarde bien sûr automatiquement un peu la concurrence, ce qu'ils font. La concurrence est rude.
Je t'ai pas dit que Dubaï, c'était. Je t'ai dit, en me faisant l'avocat du diable, Oui, que non, c'est ce non, que les gens peuvent se dire, tu vois. Mais moi qui vis à Dubaï, je sais que la qualité de la C'est bouffe et dingue. des restaurants, elle est indécente, elle est incroyable. C'est dingue. Franchement, Donc je suis bien d'accord. Non, non, bien sûr. Mais bon, qu'est-ce qui a motivé ton choix à te dire je vais aller postuler à Dubaï? En fait, alors, je connaissais le chef du Burj Al Arab qui m'a tout simplement contacté. Il m'a dit voilà, est-ce que j'ai une place de second qui est libre? Est-ce que ça tenterait? Et moi, en fait, dans ma vie, j'ai toujours beaucoup réfléchi avant de prendre des décisions. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que ça faisait un moment que je pensais un peu à l'international. Et en fait, j'ai pris la décision et après, j'ai réfléchi. Donc, j'ai fait le contraire. C'était un peu un choix précipité, mais que je regrette pas. Sans regret, on est Sans d'accord. regret, au contraire. Au contraire, je pense que c'est la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie. Bah, écoute, Vraiment. moi, quand j'ai ouvert ma salle il y a 10 ans, j'ai signé le bail avant de réfléchir. Tu vois. Et je sais qu'encore aujourd'hui, c'était la meilleure solution. Donc, Donc, un petit la meilleure conseil décision. à ceux qui nous regardent, à des jeunes chefs, ou réfléchissez pas trop. Vraiment, des fois, il faut prendre des décisions. Faut foncer. Parce que monter quand dans le train, quoi. plus tu réfléchis, plus tu cogites et plus tu te démotives. Non, des fois, il faut y aller. Donc, du coup, tu as démissionné. Comment ça s'est fait avec Georges V? Ouais. Alors, j'ai fait un peu la tapette dans ce moment parce qu'en fait, j'ai fait vraiment une très belle position où je me voyais dans le futur un peu avec eux aussi. Enfin, je sais pas, Est-ce que combien on gagne quand on est au Georges V? Chef de parti, c'est 2600 € par mois. Brut, net? Net. 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 Et t'as le 13e mois. Franchement, y a rien à dire. C'est quoi la diff entre commis et chef de parti? Tu vas te dire, c'est des questions d'abruti, mais En termes d'argent? Non, en termes de responsabilité, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Le commis, voilà, il est là juste vraiment pour appliquer. Le chef de parti est un grand. En fait, au-dessus de tu toi, sais il y a quand- quoi? Il y a un sous-chef? un sous-chef et le chef. Ah oui, d'accord. Et le executive chef. Donc, quand même, en fait, tu sais, ce qui est beau, c'est qu'en fait, ça fait comme un entonnoir, tu vois. Ouais. En gros, t'as les commis, après, t'as les demi, t'as les chefs de parti, les sous-chefs, le chef. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on voit un plat dans les restaurants un peu comme ça, c'est que l'erreur, elle se fait quasiment pas. Parce qu'elle est checkée donc elle est commencée par le commis, elle est checkée par le demi, recheckée par le chef de parti, le sous-chef et le chef. Donc tu vois, quand on voit une assiette, Mais qui dresse l'assiette à proprement parler? ça dépend. Franchement, ça dépend. C'est souvent les sous-chefs, mais ça peut être les chefs de parti. D'accord. Et le chef, il est juste au passe à gérer le service parce que c'est un rôle très important. Et est-ce qu'un chef, admettons sur un service, je sais pas, vous faites 350 couverts, est-ce que le chef, il a vu les 350 assiettes passer? Ouais. Est-ce qu'il les regarde vraiment? Ça dépend après, tu vois. Ça dépend parce que quand tu es par exemple dans une grande brasserie avec beaucoup de débit, il peut l'avoir, mais pas avec la même attention qu'un restaurant étoilé où tu fais un peu moins de couverts. Donc dans un 3 étoiles, le chef, il regarde toutes les assiettes. Donc tu fais toutes les assiettes. Et à chaque avant-service, il goûte toutes les sauces, tous les assaisonnements. Et En fait, on appelait ça la palette. Avant chaque service, on faisait une palette des goûts. Donc, c'est-à-dire où tu mettais tous tes condiments sur la palette et le chef est arrivé et goûtait avec une bouteille d'eau. Il goûtait à chaque condiment. Il D'accord. prenait une petite gorgée où il se rinçait le... Ouais. Chaque service. C'est ce qui fait la différence dans les restaurants étoilés. Et du coup, s'il y a un client qui se plaint et qui fait un scandale, je sais pas moi, comment ça se fait qu'il y a un cheveu dans mon assiette, machin. La responsabilité, qui prend? C'est le chef, C'est ouais, mais le chef, il va pas venir pourrir la gueule à quelqu'un? bien sûr. Si, Bien sûr. voilà. C'est ça. Mais le chef prend la responsabilité. Donc c'est de sa faute. C'est de sa faute. C'est de Tout sa est la faute. faute du chef. Par contre, quand le restaurant fonctionne, c'est aussi grâce au chef. C'est aussi grâce au chef, ouais. Donc, voilà. C'est pour ça que le les jeu. chefs sont des rockstars en vrai maintenant. C'est ça, c'est le jeu. Donc Dubaï, grâce à ta connexion, t'atterris à Burj Al Arab. Voilà, Burj Al Arab, endroit magnifique. Grand hôtel dans un grand groupe, parce que le Burj Al Arab, c'est dans le groupe Jumeirah. D'accord. Donc, Ouais, qui est énorme à Dubaï, franchement, hein. ouais. C'est énormissime. Non, Burj Al Arab, où j'ai vraiment commencé. En fait, au Georges V, j'ai vraiment très, très, très progressé dans le côté skills, où je me sentais vraiment à mon max en termes techniques, en termes de créativité, en termes... Franchement, je pense que j'étais au summum. C'est pour ça que, d'ailleurs, en plus que je suis parti, parce que
voilà, je voyais que je commençais un peu à stagner sur ce côté-là. Donc c'est pour ça que je voulais commencer à apprendre un peu le côté plus management, business dans ce côté-là. Et donc à Dubaï, au Burj Al Arab, où j'ai plus vu le côté management. Voilà, manager une équipe, manager un pass, commencer un peu à mettre mon nez sur les coûts des plats, sur l'importance tu sais, de combien tu payes ça. Enfin, tu vois. Et en plus, à Dubaï, c'est L'achat des matières premières. Voilà, exactement. Et la relation avec le fournisseur. Donc j'ai commencé un peu à mettre mon nez là-dessus. Et pour moi, c'est 50-50. Tes skills et cette connaissance-là, c'est super important. Et c'est quoi qui t'a frappé quand t'as commencé à bosser à Dubaï sur, je sais pas, des différences dans la cuisine, des différences dans la vision du chef, et ensuite peut-être sur la clientèle aussi? Je trouve que la clientèle à Dubaï, elle est un peu compliquée. Elle est un peu compliquée parce qu'ils sont encore plus exigeants que sur Paris. Parce que, comme je te disais, à Dubaï, la gastronomie, elle évolue vachement et on a beaucoup, beaucoup de concurrence, beaucoup de restaurants qui font des très belles choses. Et ils sont toujours en train de comparer un peu. La clientèle compare beaucoup du restaurant à l'autre. Et donc, ils sont très exigeants. Et après, dans une cuisine, non, ce qui est différent et ce que j'aime, c'est que tu as de plus en plus de culture. Tu as beaucoup de culture. Tu peux avoir, je crois, je pense que moi, j'ai plus de 16 nationalités dans le restaurant. Donc, franchement, c'est magnifique. T'as plusieurs, t'as l'Inde, t'as des Népalais, t'as des Philippins, t'as des Français, t'as des Italiens, t'as des Mauriciens. Franchement, c'est magnifique. Est-ce que cette diversité, elle bénéficie est-ce qu'elle donne une empreinte à la cuisine ou pas? Non, c'est compliqué. À la cuisine, peut-être pas, mais à la vie d'une cuisine, plus. T'as plus le côté humain. Alors que, par exemple, à Paris, tu rentres dans une cuisine, tu as l'impression de mettre une veste et aller en compétition, tu sais, genre par rapport. Parce qu'il y a beaucoup de compétition à Paris. Et entre eux, par exemple, je suis commis, il est commis, enfin, tu sais, il faut charbonner parce qu'il y a une place à prendre. Enfin, c'est plus comme ça. C'est plus compétition. Alors qu'ici, c'est plus côté humain. Tu vas au travail, tu vois, les mecs, ils cravachent pour gagner leur argent, pour l'envoyer à leur famille. Et donc, ils sont là plus détente, plus, tu vois, plus dans le partage, plus... Mais est-ce que du coup, le côté compétitif que tu peux retrouver dans les cuisines françaises, est-ce que ça t'assure pas justement que chacun va être à 200% parce qu'il veut se montrer, parce qu'il veut une place supérieure? Est-ce que c'est pas aussi comme ça que toi, tu as fait tes lettres de noblesse et que Clairement, c'est dans ces cuisines-là que tu apprends le plus et que tu progresses. Mais après, à Dubaï, c'est différent parce que tu as plusieurs... c'est différent. Ils ont pas entre guillemets, les mecs avec qui tu travailles, ils ont pas la formation que j'ai eue ou que plusieurs personnes ont eue. Mais ils sont là avec cœur. Et ils font pas d'état d'âme. Donc moi, personnellement, si je dois comparer, je préfère travailler à Dubaï avec ce genre de personnes-là. En tant que gérer des états d'âme ou comme, des choses comme ça. C'est quoi le... Parce que cuisiner, c'est déjà prendre du plaisir. Et quand tu prends du plaisir, tu le retransmets plus facilement. Et moi, j'ai toujours cuisiné avec le cœur ouvert. J'ai toujours les choses avec le cœur. Et voilà, je prends plus de plaisir ici à Dubaï. D'accord. Qu'à Paris. Mais je cracherai jamais sur Paris parce que c'est grâce à mon passage sur Paris et à toutes mes classes que j'ai faites là-bas que je suis ici. Et t'as fait combien de temps à l'étoilé là, à Dubaï? T'es resté combien de temps? 1 an. Un an Et après, après, je suis descendu à Salle où j'ai dû faire Explique peut-être pour les gens voilà. Salle ce que c'est. Donc j'ai dû aller à Salle au Beach Club du Burj Al Arab. Très 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 beau restaurant, très très belle carte. Et il fallait juste faire 2-3 petits changements. Et après, j'ai rencontré Gilles dans Rikas Group. C'est le corporate chef du groupe. Parce qu'au début, je voulais pas forcément partir du Burj Al Arab parce qu'il y avait pas. Donc c'est le responsable d'un groupe concurrent, c'est ça? Ouais, clairement. D'accord. Ok. Et clairement. Et donc c'est lui qui est venu te démarcher? Ouais. Clairement. Ok. Et Rikas Group, c'est un groupe très 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 puissant dans le côté F&B de Dubaï. Et il s'exporte aussi maintenant à l'international, un peu partout dans le monde.
Et voilà, j'avais entendu parler de ce groupe-là depuis un moment. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre les pieds là-bas, j'ai direct senti le côté famille. Le côté. Voilà, mes premiers pas se sont faits comme si j'avais été là depuis déjà des années. Et ils me faisaient beaucoup confiance. Parce que voilà, je suis le plus jeune chef du groupe. Donc à 27 ans, j'ai eu plusieurs réflexions dans les gens. Les gens ils disaient ah, c'est toi le chef? Parce que, Un peu te prenait de haut, un peu. Pas de haut, mais. Surpris. Ouais, surpris. C'est toi le chef? Parce que c'est rare à Dubaï ou c'est rare dans le monde de la. C'est rare dans le monde de la cuisine d'avoir des jeunes chefs, tu vois. Et surtout que je fais peut-être un peu plus jeune que mon âge, donc non, les gens ils étaient un peu surpris. Mais voilà, c'est. Du coup, c'est quoi? T'as l'impression que tu dois prouver tout de suite de par ton âge? Comment ça se passe? Non, en vérité, moi je me mets pas la pression parce que je suis assez confiant dans ce que je fais. Et je suis assez confiant dans ce que je fais, mais c'est pas pour autant que je me remets beaucoup en question. Je me remets tous les jours en question. Tous les jours. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite pour le moment, c'est que, par exemple, au restaurant Eugène, tous les jours, je suis en train de repenser la carte. Tous les jours. D'ailleurs, on me dit souvent, mais arrête, lâche un peu laisse un peu tourner la carte. Je suis toujours, tous les jours, en train de constamment de penser, faire des essais, trouver un équilibre. Mais non, c'est. Raconte-nous un peu, du coup, le process entre le moment où parce que du coup ils sont venus te chercher pour une création, une ouverture. Ouais, pour faire une ouverture d'un restaurant, d'un très très gros projet. Eugène, c'est un restaurant qui peut comporter 300 couverts, 300 places assises dans une grande verrière avec 2 petites terrasses au Kempinski Hotel, donc un luxury hotel, dans un très grand groupe Ricas. Donc franchement, c'est un gros projet. Et du coup, en gros, ils sont venus te chercher et ils t'ont dit, écoute Yanis, on te veut en chef et c'est à toi de faire la carte. Voilà. C'est ça? C'est ça. Ils m'ont dit, voilà, t'as la carte en main. Ils m'ont donné une ligne directive. Voilà, on veut faire une brasserie un peu moderne, pas trop classique. Au début, c'était trop compliqué. Explique un peu comment t'as ton process de... Voilà, ton brouillon, comment tu fais pour en arriver à la carte qu'on connaît, enfin que moi je connais. Alors bien sûr que j'ai travaillé aussi de main dans les mains avec le corporate chef, important, parce que il m'a beaucoup aiguillé, il m'a beaucoup épaulé, et aussi il me donnait des directives aussi, parce que je l'ai pas faite toute seule la carte, je l'ai fait aussi avec lui et avec les patrons. Et donc en fait c'est qu'on te dit le projet, donc on voudrait une cuisine assez moderne, européenne, pas française. Au départ, c'était pas voulu comme un restaurant français. Donc, ils voulaient un truc un peu européen, très moderne, et voilà. À toi de jouer. Ça fait pas beaucoup d'infos pour commencer, non? Non. Et du coup, tu commences parce que tu dis combien tu veux d'entrées, combien tu veux de plats, combien tu veux de desserts. Et de là, tu commences à mettre tes... Donc moi, ce que j'ai commencé, c'est... Tu te réfères toujours un peu par rapport à ce que tu avais fait avant et avec tes nouvelles idées. Et pas à pas, en fait. Des drafts de menus, j'en ai fait, je crois, 17. Et c'est quoi qui va te faire choisir telle entrée par rapport à telle entrée? C'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu aimes? Non. C'est lié à des coûts que peut-être t'impose la direction? C'est lié à quoi? Voilà, c'est ça, c'est tout. Donc ça dépend aussi du prix que tu veux mettre à la carte. Et en fait, déjà, une carte, tu le fais pas par rapport à tes goûts. Tu te mets à la place d'un client. Et tu te mets à la place... Nous, on a voulu vraiment visiter une grande clientèle, enfin une grande partie de clientèle. C'est-à-dire qu'un végétarien, il peut venir manger au restaurant, il va trouver ce qu'il veut. Un bon gourmand, il va trouver ce qu'il faut. Un mec qui veut quelque chose de plus raffiné, il trouvera. En fait, je pense dans ce restaurant-là, on a trouvé le bon équilibre. C'est que tout le monde peut trouver, voilà, je sais plus comment on appelle ça, l'expression, son pied à sa chaussure. Ou, je sais plus comment. Trouver chaussure à son pied. Ouais. Chaussure à son pied. Ouais. Et voilà, c'est ce qui est bien parce que c'est pas le plus compliqué de créer un plat. Le plus compliqué, c'est de créer un équilibre, homogénéiser une carte. Et est-ce que quand tu crées un plat, est-ce qu'en gros tu
tu te dis, ok, je sais pas, au Georges V, que je sais pas, la salade d'endive, elle était faite comme ça, elle cartonnait. Est-ce que tu te dis, ok, ben, je vais pas me faire chier, je prends la même salade d'endive. Non, par respect, hein. Par respect au chef de cuisine. Non. Mais On peut pas piquer une recette. Tu vois ce que enfin, oui, mais à la fois, je me dis, il y a tellement de restos. Il y a les réseaux sociaux. En fait, c'est qu'il y a tellement de choses. Est-ce qu'on peut encore, dans la gastronomie, comment dire, réinventer la roue? Est-ce qu'on peut encore innover? après, c'est à toi de faire ta différence. Si t'es bon, tu peux toujours trouver. Après, c'est vrai que maintenant, c'est plus compliqué avec les réseaux et tout. T'as l'impression que tout a été vu. Et ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai une idée de malade. Je me réveille le matin, je me dis, oh, putain, j'ai une idée de ouf. Je commence à le faire, je le fais, je le poste sur Insta, sur une story. On me dit, ah, mais ça, ils le font là-bas. Alors que je te jure que j'avais jamais vu son. T'avais l'impression que t'avais créé quelque chose. Ouais, j'ai l'impression que j'avais créé quelque chose. Et en fait, maintenant, c'est trop compliqué maintenant que de créer. Je suis d'accord avec toi. Non, il faut toujours être plus intelligent. Il faut apporter l'épice qui fera la différence, la présentation qui fera la chose ou moderniser le. Non, c'est par exemple moi dans ma salade d'endive, je mets des noix caramélisées, donc le sucre qui casse un peu l'amertume. Après c'est que dans le brain. Faut réfléchir. Ouais, la touche perso, c'est ça justement, c'est de te dire ok, ma noix, je vais la caraméliser pour casser un peu l'amertume de l'endive. Et Dieu sait qu'elle est bonne ta salade d'endive. Hein. Non, bah, Dieu sait que j'aime ça et elle est vraiment bonne, sincèrement. Tu m'avais juste fait la réflexion qu'il n'en avait pas assez. Ouais, mais ça c'est parce que je suis un gros mangeur. Mais... D'ailleurs, j'étais étonné parce que bah déjà, on avait été dîner ensemble, je me souviens, t'étais encore dans tes brouillons. J'étais perdu à ce moment-là, je me rappelle. Et tu m'avais, comme tu demanderais conseil à un pote, mais tu m'avais demandé ce que je pensais de tes plats. Et en fait, je m'étais dit, c'est déjà une grosse humilité parce que je t'avais dit, mais Yannis, je suis personne, je suis juste un client, un consommateur, je sais pas, un amateur, tu vois. Et tu m'avais dit oui, mais toutes les idées sont bonnes à prendre. Et j'avais trouvé ça vraiment, que tu sois autant à l'écoute de. Tout le temps. Donc, je suis à l'écoute de tout le monde, de mon commis, de mon stewarding, jusqu'à mon sous-chef. Je suis à l'écoute de tout le monde. J'aime parler, j'aime dialoguer sur tout, sur qu'est-ce que tu manges dans ton pays, qu'est-ce que tu fais. Par exemple, là, je suis en train de créer les menus pour les fêtes. Je me suis assis avec, je pense, 15 personnes différentes. Qu'est-ce que tu manges, toi, au fait? Et plusieurs personnes me disaient, par exemple, bonne volaille avec de la châtaigne, ou plein de choses comme ça, en fait. Une bonne mandarine, quelque chose. Donc, j'ai créé un dessert à base de mandarine. Ça, d'ailleurs, faudra venir le goûter. Hein. Mais je me festifie. Bon, je sais pas quand le podcast sortira, mais j'espère même venir demain pour tout te dire. Si tu veux. Non, franchement, non. Et non, je suis beaucoup. Je dialogue beaucoup. Je communique pas mal. C'est super important. Est-ce que du coup, est-ce que tu as vraiment 100% libre cours dans un pays comme Dubaï, qui est du coup un pays, on va dire, musulman, donc avec ce que ça englobe sur certains. Sur le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, en tout cas je sais pas, j'imagine que tu peux pas créer des sauces à base d'alcool du coup. Non, on peut, mais on évite. Ah, tu peux, mais ouais. D'accord. Déjà, il n'y a pas de porc. Il Ouais. n'y a pas de porc, ça c'est ce truc, c'est sûr. Donc on utilise par exemple, pour mon carpaccio de bœuf, j'utilise je mets un peu de charcuterie de bœuf, je mets un peu de jambon de bœuf qui fait un peu la différence. Donc non, pas de porc. Pas de porc, pas d'alcool, j'essaie de faire pas d'alcool. Est-ce que c'est frustrant ça quand tu as été formé à la française d'avoir certaines restrictions sur des créations de plats ou pas? Non, en vrai on s'y habitue et c'est ce qui se fait maintenant très bien, c'est que maintenant ils font des vins sans alcool à 0% et ça, franchement tu vois pas une réelle différence. Pour une sauce tu veux dire? Ouais, pour une sauce, franchement tu vois pas une réelle différence. Surtout sur des choses, sur les alcools réduits. Est-ce qu'un Joël Robuchon il sauterait pas au plafond si t'entendais dire ça? Je pense que si, mais après voilà, il faut vivre... Voilà, aujourd'hui, ouais, avec son temps, comme on dit, bien sûr. Bien sûr. Et donc, moi, si on me dit, voilà, il ne faut pas utiliser d'alcool, je m'adapte. Et c'est ce qui fait aussi ma force, c'est que maintenant, moi, je suis content parce que là, je travaille dans le Gen, c'est une brasserie, ouais. Un peu moderne, un peu luxe, parce que c'est un bel endroit. Et c'est que j'ai fait un peu de tout. Dans ma début de ma carrière, j'ai fait les petits déjeuners. Au Café de la Paix, j'ai commencé à faire les petits déjeuners. J'ai fait un peu de room service. J'ai fait une brasserie qui tabasse. Après, j'ai fait du gastro, j'ai fait un semi-gastro, j'ai fait du gastro pur. Michelin, un des meilleurs restaurants du monde, pour moi, le 5. Et maintenant, je suis dans une brasserie un peu moderne. Donc, en vrai, moi, je suis quelqu'un
qui peut m'adapter à toute situation. Demain, tu me dis, fais-moi un menu gastronomique, je te le fais sans problème. Ou je peux me rejeter dedans. Demain, tu me dis, il va falloir faire des omelettes, faire un petit déj, je le ferai. Tiens, parlons de l'omelette, parce que moi, j'adore l'omelette. Et je me souviens que j'avais vu il y a très longtemps une vidéo sur YouTube que j'avais regardée, parce que j'en avais marre de toujours cramer mon omelette un peu, tu vois. Et en fait, c'est une vieille vidéo, je crois, sur la chaîne YouTube Ina, tu vois, donc les archives un peu. Je ne saurais plus nommer le chef. Et en fait, il beurre, mais à mort la poêle, mais genre vraiment à mort. Et en fait, il dit qu'à partir du moment où l'œuf touche la poêle, il faut constamment le remuer pour que ça n'attache jamais, jamais, jamais. Et comment on appelle ça? C'est l'omelette qui est vraiment jaune, c'est l'omelette à la française, je crois, non? Ouais, moi, après, j'ai une technique, c'est que si tu veux pas de coloration, déjà, il faut cuire ton œuf le plus rapidement possible. Faut pas le laisser trop traîner au feu. Mais il faut que le feu soit fort au départ? Ouais, et tu dois utiliser du beurre de micelle. En fait, le beurre de micelle, le beurre salé, ça tient mieux la chaleur que du beurre doux. Waouh! Ça, c'est une grande technique. C'est plein de petites astuces comme ça. Donc le beurre de micelle pour les omelettes. Tu mets un beurre doux, un beurre de micelle côte à côte, la même température et tout ça. Ouais. Le beurre de micelle ne cramera jamais avant un beurre doux. Et il tiendra beaucoup plus longtemps. Dû au sel, du coup. Ouais. Beurre de micelle, ouais. Le sel qui est protecteur et qui... Et tu mets la quantité de beurre pour faire une vraie omelette de resto, ça ressemble à quoi? C'est une tonne, non? C'est scandaleux. C'est plus qu'une noisette. Ouais. C'est plus qu'une noix, pardon. Est-ce que toi, ton omelette, tu la lis avec du lait, quelque chose ou pas? Non. Juste les œufs? 3 œufs. Enfin, moi j'ai toujours eu le... Ouais. C'est 3 œufs battus, salés, beurre moussant. Ouais. Sans coloration, bien sûr. Et tu commences à la travailler. Moi, ce que je fais, c'est que je la mets un petit coup sur le... Dès qu'elle est quasiment cuite, je la fixe sous la salamandre. Une fois qu'elle commence à être fixée, petit coup de main et c'est fini. Le coup de main, il fait tout, non? Pour avoir cet aspect, cet aspect la belle arrondi. lune, là, la belle lune. Ouais. Après, il y en a qui trichent. Il y en a qui, après qu'ils la mettent sur l'assiette, ils mettent une drap humide et ils la retravaillent. Non, moi, jamais. Ah, je crois que j'ai déjà vu faire ça. Il la retravaille un peu avec la main, il la redonne en forme. Et après, un petit coup de pinceau, encore une fois, du beurre. Beurre clarifié. Wow. Donc, faire une omelette avec de l'huile de coco comme je fais, c'est une hérésie. C'est un truc de fitness boy. C'est pas bon, ça. C'est vrai? Non. C'est quoi ton plat signature? Le truc où on se dit, ce plat de Yanis, c'est incroyable. Ça, par exemple, la Gêne. Non, même toi, ton plat signature, quoi. Est-ce que c'est la blanquette ou est-ce que non, c'est... pas du tout. Moi, mon plat signature, là, je pense que tu l'as vu à la Gêne, c'est le crozet à la truffe. Parce que le crozet à la truffe, je viens d'avoir ma signature, entre guillemets, parce que c'est ma première place de chef. Donc, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, un signature de plat, c'est un plat que tu as commencé, et le crozet à la truffe, c'est quelque chose d'osé, parce que je pense que je suis un des seuls à le faire sur Dubaï. Ouais. Et c'est un plat de montagne, entre guillemets. Et tous mes potes français, ils me disent, mais attends, tu fais vraiment un plat, parce que tu sais, ils savent pas trop un peu comment ça se passe à Dubaï. Tu fais un plat de montagne un peu à Dubaï. Parce que c'est le contraste. Ouais. Tu es dans le désert, tu fais un plat de montagne. Donc, et qui a une très très grande réussite. Le crozet à la truffe, ça marche bien. Et tu te rappelles, tu étais venu le manger quand je t'avais invité le premier jour. Ouais. Tu m'as dit, je l'ai mangé, mais... je t'avais dit exactement. Et je l'ai rectifié. Je m'attendais à un truc, ouais. Donc, c'est ma femme qui l'avait pris. Et j'avais goûté. Je t'avais dit, je m'attendais à un truc plus justement, tu vois, réconfortant, crémeux. Et tu sais que depuis que tu m'as fait cette réflexion-là, je suis parti direct en cuisine leur travailler. Et depuis, on n'a que des bons retours dessus. C'est incroyable. Que des bons retours. Et je te jure que c'est vrai. Parce que moi, je prends vraiment les choses comme... jamais mal, mais je prends toujours les choses avec sérieux, tu vois. Donc tu me dis, ça, j'ai pas trop aimé parce que si, parce que ça. Tu peux être sûr que la minute après, c'est fou, hein, je me mets derrière les fourneaux et je travaille. Parce que je suis cette capacité de remise en question. Ouais, je suis un dingue des choses bien faites. Je le transmets à mes gars tous les jours et franchement, je suis content parce que là, après 1 mois et demi, 2 mois d'ouverture, je pense qu'ils commencent à comprendre ma vision et tu vois, franchement, comme le restaurant. Ça marche bien? Ouais, il marche bien. Franchement, il marche bien. Vous faites combien de couverts en moyenne par jour? On fait à peu près 300 couverts par jour. C'est beaucoup, je me rends pas compte. C'est beaucoup. En plus, là, on est en train d'arriver sur la haute saison. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour une ouverture de restaurant. Combien tu fais de couverts, par exemple, dans un Georges V ou un resto comme ça? Après, Georges V, c'est différent parce que tu as la capacité de couvert qui est plus réduite aussi. D'accord. Mais à Dubaï, genre un lundi, mardi et mercredi, faire 350 couverts,
c'est pas mal. Sur la journée ou par service? C'est pas sur la journée. D'accord. Sur la journée. Et parce que voilà, on ment pas. On fait des choses bien, vraies, avec du cœur. Le service est bon, l'endroit est bon. Voilà. Je pense que c'est ça que les gens ils veulent. Ouais. J'ai l'impression que la cuisine... Avec honnêteté. On fait les choses avec honnêteté. On est là, on prend du plaisir. La GM, le service, ils sont là. Ils sont tous les jours... voilà, ils sont tous les jours... ils régalent les clients. Parce que c'est super important. On parle de la cuisine, mais le service joue un grand rôle dans la réussite d'un restaurant. Je suis d'accord. Moi, je déteste aller au resto et que le service soit bâclé, que le mec sache pas répondre à tes questions. Et j'ai l'impression, enfin, c'est pas qu'une impression, je pense, parce qu'il y a beaucoup de chefs qui le disent, que on revient à cette cuisine de grand-mère, Bon, je pense à Jean Imbert, tu vois, qui a même ouvert un resto avec sa grand-mère. Je sais pas si tu avais vu ça, où il avait même mis, je crois... Mamie. Voilà, mamie. Je crois que c'était même elle qui était dans le resto, quoi, qui faisait à manger jusqu'à, je crois, que sa santé se dégrade. Et en fait, il y a cette appétence, quoi. Lui, pour le citer, je le suis sur Instagram, mais il est tout le temps en train de filmer des paniers avec des poireaux, avec des légumes. Et puis... ouais. Jean Imbert, pour moi, c'est la référence. Il a tout compris. C'est fort ce qu'il fait. Franchement, c'est fort. Et on devrait prendre exemple sur ce genre de chef-là. Parce que c'est vraiment fort. Et franchement, la vérité, c'est aussi ce que dans ma carte, plein d'inspirations un peu comme ça, un peu des plats de... Par exemple, j'ai une volaille rôtie, un poulet rôti, avec des pommes de terre et des champignons, qui, quand tu le manges, tu as l'impression d'être un dimanche midi en France. Chez mamie, chez maman. Clairement, plein de plats comme ça. J'ai mon cordon bleu parce que c'est vrai que t'as un cordon bleu qui fait aussi rappeler le soir à et quand la tu maison. Coupes, t'as le fromage qui dégueule dans l'assiette là. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Et pour toi, ça c'est plus appétissant que de la cuisine moléculaire ou des choses comme ça, par exemple? Voilà, alors moi je cracherai jamais vraiment sur la cuisine gastronomique, mais je prends plus de plaisir avec quand tu retournes au basique. Parce que là, je retourne clairement au basique et je prends beaucoup plus de plaisir que... Par exemple, moi, ce que j'aimais moins dans la haute gastronomie, c'est qu'il y avait beaucoup de gâchis. Tu vois, par exemple, tu vas prendre ton cœur de saumon, là, et tout le reste, tu t'en fais quoi? Tu l'utilises pas pour des bouillons, pour des soupes, pour des sauces? Non. Donc là, ce qu'on faisait, c'est quand tu travailles dans un hôtel ou dans un truc comme ça, ce qui est bien, c'est que tu peux le mettre à la cantine ou tu peux le mettre dans la brasserie ou tu peux le mettre... Mais voilà, moi, par exemple, ce que je fais, c'est que moi, j'ai un saumon aussi, je récupère que le cœur pour le plat et toutes les parures, je fais un bon tartare de saumon parce que ça se récupère, c'est super. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est gaspillage et tout, parce que maintenant, on vit dans un moment où voilà, il faut faire attention à toutes ces petites choses-là. Et dans la gastronomie, il y a pas mal de choses comme ça. Et le gaspillage, c'est lié à quoi? C'est parce qu'ils peuvent se permettre tellement les coûts des plats sont élevés de... Non, au contraire. Un restaurant gastronomique, c'est jamais très rentable. Ah ouais? Non, c'est jamais très rentable. Parce que, bien sûr, ton assiette, tu l'as payé cher, mais par exemple, une langoustine, tu l'as payé combien? Tu l'as payé 25 € la langoustine. Toi, restaurateur, tu l'as payé 25 € la langoustine. Au final, ton plat, il va être quoi? Ton entrée à 200 €, mais tu gagnes pas grand-chose. Tu gagnes pas grand-chose avec toutes les... Si tu comptes vraiment tout, un restaurant gastronomique, c'est jamais rentable. Ou très rarement rentable. Parce que tu comptes l'heure que va passer le mec à dresser l'assiette. Enfin, pas tout, l'heure, mais le temps. Ouais, t'as ça, après t'as tout ce qui est énergie, t'as le... énergie, quand je parle d'énergie, c'est tout ce qui est électricité, tout ça. Après, t'as toutes les matières premières, t'as les pertes, les wastage. T'as plein de choses. Parce que bien sûr, moi je me rappelle quand je travaillais sur Paris, on avait du coup des langoustines très très chères. Et tu cuisais des langoustines, des fois elles devenaient un peu cotonneuses. Donc c'est des fois quand elles étaient un peu trop fraîches ou quand on avait un petit... où tu la cuisais pas comme il fallait, et ben ça tu l'as jeté. Donc c'était du wastage, de la perte. Parce que tu pourrais jamais servir une langoustine cotonneuse dans un restaurant où tu payes ta langoustine 200 plus euros. Et à l'inverse, la même langoustine dans un resto, on va dire, normal, on la servirait au client. Ah oui, clairement. Et c'est quoi ta vision là-dessus? C'est de te dire,
tu ne dois donner aux clients que des choses incroyables? Non, bah après, ça dépend. Parce que tu peux pas comment dire, tu peux pas être aussi exigeant dans un endroit où tu payes 200 € ta langoustine et dans un endroit où tu la payes 15 €. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend aussi de ta vision aussi. Tu vas pas accabler un mec parce que il reste un. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, des coquillages dans les restaurants étoilés, tu t'enlèves le petit caca qui. Alors que dans un restaurant, une brasserie, tu mets tout entier. Tu le manges avec les mains et le caca, si tu Il reste du sable, voilà. démerde-toi. C'est ça que je veux te dire, c'est qu'il faut juger correctement. C'est quoi le entrée plat dessert dans Eugène, le resto où t'es actuellement, combien ça coûte aux clients en moyenne? Ouais, alors on a un business lunch par exemple qui a 120 dirhams entrée plat dessert. Ça fait combien? Parce que les gens qui nous regardent, ils sont pas en dirhams. Quoi, ça fait une trentaine d'euros, même pas, à peine. Et à combien il vous revient le menu en matière première? En matière première. Si c'est pas des infos confidentielles, te mets pas dans la merde. Je sais pas trop. Je sais pas si je peux trop en parler de ces détails-là, mais. Mais ok, donc globalement, c'est quoi la culbute? C'est quoi la marge qu'un restaurant fait sur un menu T'as toujours une marge. Après, ça dépend des restaurants. T'as des restaurants qui mettent une plus grande marge. Ça dépend de la localisation. Ça dépend ça dépend de tout en fait. Ça dépend de. Quand t'es par exemple au Al-Muntaha, tu mettras toujours ta marge un peu plus grande parce que voilà, t'es au Bourj l'Arabe. Mais quand t'es à Al-Barsha, tu la mets toujours un peu moins. D'accord, donc le quartier dans lequel est le restaurant, ça compte. Bien sûr. Est-ce que c'est vrai que... Parce que la clientèle n'est pas la même. D'accord. Est-ce que, comme on le dit tout le temps, enfin en tout cas c'est ce qu'on entend tout le temps en France, est-ce que les restos gagnent vraiment leur argent sur les vins, sur l'alcool? Ouais. C'est vrai ça? Ouais, clairement, bien sûr. C'est là où la marge est la plus importante. Ouais, clairement. L'alcool, c'est là où ça peut te faire vraiment gagner beaucoup d'argent. C'est même le cas à Dubaï? Ouais. Parce que les prix sont aussi élevés. Mais après, ça se vend beaucoup moins. À Dubaï, l'alcool, enfin dans les restaurants basiques, je parle. Hein. Je parle pas dans des beach clubs où les bouteilles, tout ça. Je parle vraiment de vin ou d'alcool. Il y a des sommeliers aussi à Dubaï dans les restos? Bien sûr. Ouais. Dans les grands restaurants, j'imagine? Ouais, non, même pas. Dans les restaurants. Après, ça dépend, non, ouais, dans les brasseries, tout ça, les petites brasseries, oui, non. Mais dans chaque restaurant, quasiment, a un sommelier. Ou alors à un responsable de salle qui touche un peu à la sommellerie. D'accord. Ouais. Ça dépend des budgets de restaurants. Est-ce que toi, tu te sens concerné par les questions d'écologie par exemple, on en a parlé encore tout à l'heure, mais je pense à lui, à Alain Ducasse, tu sais, qui avait ouvert un restaurant uniquement végétal. Mm-hmm. Et je crois dans une autre interview que j'avais écoutée de lui, où il disait que faire de la grande cuisine et au sens gastronomie, étoilée, etc., qu'il fallait arrêter de croire qu'en gros, on avait absolument besoin du produit animal, donc des protéines, des volailles, etc. Et que même un légume pouvait devenir un grand plat à proprement parler, et que du coup, à travers ça, ouais, c'était un moyen un petit peu de mettre sa patte, sa pierre à l'édifice sur un peu ce qu'on dit, tu vois, sur l'écologie, sur le massacre animal, si on pense comme ça. Et même sur la raréfaction des denrées, tu vois, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment faire de la gastronomie sans mettre de produits animaliers? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Après, franchement, moi, je mets pas trop mon nez là-dedans parce que chacun a son mot à dire. Et je pense que ça, c'est un peu comme la politique. Chacun ne sera jamais d'accord sur ce qui se dit. Moi, je me sens pas trop concerné sur ce côté-là. J'utilise toujours des produits animaliers. Pour moi, c'est super important dans mon quotidien, dans la cuisine de tous les jours. Après, chacun peut donner son point de vue. Chacun aura un point de vue différent. Et je salue en tout cas Ducasse de faire ce type de restaurant pour ces gens-là. Ouais, j'imagine d'autres maintenant, parce que c'est quand même... Moi, petite perso, en tant que client, ça m'excite pas du tout, les cartes véganes, végétales. C'est pas... Non plus, je suis pas... Pour avoir été mangé une fois dans un resto végé. Je trouve que c'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. C'est pas pareil. jamais le côté là. Et donc je le suis pas, donc c'est pour ça que je mets pas trop mon nez là-dessus. Ouais.
Parlons un peu des trucs de notre temps. Moi, je me souviens que je t'avais chauffé, je t'avais dit Yanis, t'as trop de talent, pourquoi tu fais pas Top Chef? Pourquoi tu fais pas Top Chef du coup? Pourquoi tu t'essayes pas? Alors en fait, Top Chef, ils m'ont déjà contacté plusieurs fois pour faire les castings. Donc j'avais fait les castings, au départ. J'avais fait des castings, c'était quand? C'était il y a, je crois, 3-4 ans. 3-4 ans. Et j'étais pas à l'aise en fait avec les caméras. Parce que D'accord. j'étais en fait, je pense que j'étais trop focus sur ce que je faisais. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, depuis que je suis à Dubaï, j'aime beaucoup plus. J'aime ça en fait. J'aime par exemple, quand notre marketing team ils viennent faire nos petits photoshoots et tout, je commence à prendre beaucoup de plaisir. C'est même moi, je leur dis, attends, fais ça comme ça, fais ci comme ça. Mhm. Et je pense qu'il y a 3-4 ans, je prenais pas de plaisir en fait. Genre limite, ça me gênait. Genre l'autre qui me suivait avec la caméra et la perche là, qui genre, bouge, Mhm. tu vois. Et je pense que si demain ce serait à refaire, je le ferais. C'est un message officiel là que t'es en train de leur dire, là, les gars de Top Chef, si vous regardez le podcast. Pourquoi pas, non? Ouais, non, franchement, ouais. Et Là, t'irais avec plaisir. est-ce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec les caméras, pardon. Et c'est quoi qui te ferait y aller? C'est l'exposition médiatique? C'est l'expérience? Je pense que c'est un peu de tout et Entre guillemets, t'es déjà établi là. ouais, et je sais pas, le côté un peu challenge, dans le sens où me confronter un peu à tout le monde, tu sais, devant les caméras, parce que tu sais, la Top Chef, ça peut être qui tout double, hein. Soit ça peut te faire monter, ou soit ça peut te faire descendre, parce que dans le sens où si dès la première émission tu crames ton plat, tu présentes quoi? Tu présentes l'assiette vide. Là, t'as l'air d'un con devant tout le monde. Ça te porte préjudice, tu penses? Ça pourrait vraiment te porter préjudice? Ah, je sais pas. Mais c'est pour ça que ça me chauffait pas trop dans ce côté-là aussi. Parce que tu te dis, t'imagines, tu te tapes l'affiche, là, t'as fait le Bourges l'Arabe, t'as fait le Georges V, et au final, tu t'arrives à Top Chef, tu fais cramer ta pomme de terre dès le début, là. Tu te fais un peu comme un imposteur, quoi. Ouais, tu te sens comme une arnaque. Et C'est quoi cette arnaque, là? Tu vois le teaser, là? Ouais, Je sors du Bourges l'Arabe, je sors du Georges V, Ricas Group, tout ça, et première émission. Ouais, tu dégages. Ouais, ça fait un peu moyen. Ça doit faire mal à l'ego, ouais. Ouais, grave. Est-ce que d'un point de vue de l'œil d'un cuisinier, est-ce que c'est vraiment dur ce qu'ils font? Est-ce que c'est vraiment technique? Ou est-ce que c'est du bullshit un peu? Bah, franchement, pour avoir fait les testings, c'est pas facile, hein. J'ai l'impression que c'est limite un autre métier, parce que t'es vraiment sous la pression et devant des caméras, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile, c'est différent. Parce que quand t'es dans ta cuisine, tu dois faire un plat, tu dois faire des trucs, t'as ton confort. Mais là, t'es dans une cuisine où personne connaît, où t'as jamais cuisiné, où t'es filmé t'as un caméraman par candidat. C'est pas facile, hein. Oui, mais Tu dois faire un peu attention à tout ce que tu fais, tu peux rien cacher, hein. T'es filmé, hein. je sais pas moi, un poisson en croûte de sel, ça reste un poisson en croûte de sel, que tu le fasses à Top Chef ou que tu le fasses dans ta cuisine, non? Ouais, mais après, t'as les conditions de... Comme je te dis, c'est plus facile de faire ton bar en croûte de sel chez toi, dans ta cuisine, que si tu le faisais dehors, là, quand ils font des fois des trucs, là, des trucs dehors avec le vent, tout ça. Dans des espèces de prairies, là, j'ai vu. C'est tombé. Non, franchement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Moi, je trouve ça fascinant, j'adore. Et pourquoi pas faire une émission ici aux Arabes Unis? Je sais pas, je me suis pas encore renseigné, mais... Il y en a? Je sais pas. Sûrement, ouais. D'ailleurs, je sais pas. Mais carrément, j'aimerais bien, parce que moi j'aime le challenge. Regarde, t'as vu, quand j'étais plus jeune, j'ai fait deux concours. J'ai fait un concours en tant que commis pour le Bocuse d'Or. Le Bocuse d'Or, si personne ne connaît, c'est un peu comme la Coupe du Monde de la cuisine. J'ai été commis, on a été médaille de bronze. Donc c'est en équipe? Ouais, en équipe, j'étais avec un chef. Ok. Donc expérience de dingue. T'avais genre 500 000 personnes, 500 voire 1000 personnes, pas 500 000 personnes. Devant toi, à te regarder sur chaque chose, avec des candidats qui supportent la France, qui supportent ci, qui supportent ça. Non, c'est dingue, ça, c'était une expérience de ouf. Et après, j'ai fait un concours en solo, le chef espoir des Mougins. Celui que tu as gagné, donc? Ouais, celui que j'ai gagné. Et ça aussi, c'était marrant parce que en fait, j'étais arrivé là-bas, j'avais 20 ans, 21 ans.
Et tous les autres finalistes, ils avaient quoi? J'avais 28 à 34 ans. Et tu vois, genre, limite, quand ils arrivaient, où je les saluais pour. Je suis aussi candidat. Ouais. Je pensais que j'étais, je pensais qu'ils pensaient que j'étais le commis, tu sais, parce qu'on Ouais. avait un commis. D'accord. Chaque chef avait son commis. Non, t'avais des commis qui t'attribuaient là-bas, que tu D'accord. connaissais pas. Ok. Et je pense qu'ils pensaient que j'étais un Ouais, commis, tu vois. Et au final, j'ai remporté ce concours-là. C'était quoi le plat que tu as eu à faire? En fait, t'avais un sujet. Il fallait que tu fasses un plat méditerranéen avec l'agneau. D'accord. T'avais fait quoi? J'avais fait un agneau farci avec anchois, basilic. J'avais fait une petite crème de tapenade. J'avais fait un oignon roulé farci avec une petite rougaille et un jus rafraîchi, un peu tagine, tu vois, genre un peu jus d'agneau avec persil, coriandre, pequillo. Franchement, c'était exceptionnel. Et qu'est-ce qui fait que tu as gagné, tu penses, par rapport aux concurrents? C'est quoi qui a fait la diff? Franchement, j'ai pas regardé les concurrents. Moi, je me suis fixé qu'à moi-même. Moi, je l'ai préparé comme si j'avais la Coupe du Monde à jouer. Genre, tout en entraînement, je mettais en fait, je me mettais des barres genre super hautes. J'avais mon frère qui m'aidait beaucoup aussi, qui mettait des taquets pendant mes entraînements. Au début, l'entraînement avant. Ah, parce que le concours, tu connais ton plat avant de te rendre sur place. Ouais. Ah, donc tu peux le travailler. Tu peux le travailler, mais là-bas, tu as des conditions. C'était à l'extérieur. Pareil, c'était un peu comme Top Chef. T'étais dehors. J'avais comment on appelle ça, un courant d'air devant moi. C'était vraiment pas pratique. Tu connaissais pas la cuisine. D'accord. Tu devais aller chercher, en fait, ton panier. T'avais un panier, tu devais aller chercher tes légumes, tout ça, tout. Comme dans Top Chef, dans le garde-manger, là. Un peu ça fait trop envie, je dans trouve. le même esprit. Ok. Mais moi, j'étais préparé. J'étais préparé parce que. Et en fait, je te disais, à mon dernier entraînement, je crois que j'avais genre 25 minutes de retard sur mes temps. Et je partais là-bas, putain. Gros doute. Bah ouais, j'étais pas confiant. Ouais. Je me suis dit, putain, je suis pas prêt. En fait, tellement qu'on m'a mis la barre haute, on m'a mis vraiment des taquets, on m'a mis des difficultés sur la propreté de ce que je fais, de comment je travaillais et tout ça. Tellement qu'on m'a vraiment bien cassé les pieds à l'entraînement. Arrivé à la compétition, j'avais, je crois, 15 minutes d'avance. 15 minutes d'avance. Et Pour livrer ton plat. Ouais, et je me rappelle parce qu'il y avait des courants d'air. Donc il fallait que je serve chaud. Et je pense que ce qui a aussi fait la différence, c'est que j'ai pas dressé, laissé les assiettes comme ça. C'est que non, j'ai tout dressé au dernier moment. Et limite, la sauce, je la faisais chauffer, bouillir. Il restait genre 5 secondes. Et à la dernière seconde, j'ai commencé à mettre mes sauces. Pour vraiment que ce soit le plus chaud possible. Ouais. Donc il y a de la stratégie, quoi. Voilà. Tout était fait intelligemment. Et voilà, franchement, j'étais trop fier. Trop fier parce que c'était mon premier concours. Ça, c'était avant le concours où j'ai été commis. C'était mon premier concours en tant que perso et j'ai gagné. Et franchement, j'étais saucé. Et comment ça s'appelle, meilleur ouvrier de France, MOF? C'est un truc qui te chauffe, ça? C'est prestigieux, ça, non? Ouais, c'est un truc qui me chauffait. Mais j'ai changé de mentalité, entre guillemets. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus rentrer dans le business un peu international. Moi, mon rêve, par exemple, c'est d'être à la tête d'un groupe et de manager plusieurs restaurants. C'est ce qui est réellement mon rêve. Donc t'as pas des rêves de chef étoilé, par exemple? Non. Peut-être dans le futur, ça dépend. Ça dépend de où je serai mais ça peut être aussi une opportunité. Mais voilà, si je devrais choisir avoir une étoile ou être à la tête de plusieurs restaurants, je pense que je choisirais d'être à la tête de plusieurs restaurants. Oui, mais est-ce que pour être à la tête de plusieurs restaurants, l'étoile n'est pas le meilleur? Je sais pas, je pense à ceux qu'on connaît, là, les Hélène Darroze, Michel Saran, Etchebest, etc. Ou même Alain Ducasse, tout ça. C'est... Après, ça, là, tu me parles de légendes de la gastronomie. Oui, mais eux, ils sont en l'occurrence à la tête de plusieurs restaurants, mais c'est parce qu'ils ont d'abord peut-être prouvé dans un point local, avec 1 étoile, 2 étoiles, etc. Non, est-ce que c'est pas ça le vrai tremplin pour... Non ? Non, ça peut être aussi, par exemple, un restaurant comme Eugène qui cartonne. Après, ça, tu vois, tu peux le décupler, ouvrir un autre Eugène à droite, un autre Eugène à gauche... Ce genre de choses. Un peu comme les grosses chaînes qu'on connaît, les Nobu, Cipriani. Exactement. Comment il s'appelle le chef anglais là?
dont justement le Buff Wellington, c'est son. Comment il s'appelle Qui a une émission de télé-réalité là. Je me rappelle plus. Gordon Ramsay, non? Gordon Ramsay, ouais. S Kitchen, il faisait aussi. Non. Moi, je pars plus de ce principe-là. Par exemple, là, Eugène, c'est clairement. Voilà, on a misé sur moi. Et j'ai un peu l'image de ce restaurant et j'ai envie de le faire monter parce que je mets vraiment de cœur tous les jours. En fait, c'est clair, ce restaurant-là, je l'ai toujours pris comme si c'était le mien. Donc même un détail que je verrai au restaurant, même si c'est pas en cuisine. Je suis pas un chef de cuisine, je me considère pas comme un chef de cuisine. Je me considère comme un propriétaire parce que même le détail que je verrai au restaurant, je le partagerai à ma GM ou je dirais regarde, je suis impliqué dans tout le restaurant en fait. Dans toutes les interviews que je peux écouter de gros chefs d'entreprise, mais au sens plus groupe qu'entreprise, à chaque fois, ce qu'ils apprécient et ce qui fait que quelqu'un sort du lot, et c'est ce qu'ils disent, c'est quand un salarié agit dans la société comme si c'était sa société. C'est ça, exactement. Que c'est la clé pour sortir du lot, que c'est la clé pour gravir les échelons. Moi, c'est exactement ce que je le fais. Et je le fais même pas par rapport à ça. Je le fais parce que c'est ma nature. En fait, moi, quand je fais les choses, je les fais à 200%. Si je le fais pas à 200%, c'est que je suis à la mauvaise place et je dois bouger. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, l'engouement qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec la cuisine? Enfin, je pense à Cédric Grolet, tu vois, qui a, je sais pas, peut-être 5 millions, je sais même pas combien d'abonnés sur Instagram. Ouais, tous. Enfin, le fait que ce soit autant médiatisé, est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Est-ce que c'est C'est une super belle chose parce que ça nous met en lumière, ça met en. Et d'ailleurs, je remercie vraiment ces genres de chefs-là. Ça a commencé par Cyril Lignac, je pense, qui a commencé à mettre en lumière le travail d'un chef de cuisinier, parce que le travail d'un chef de cuisinier, c'est très, très, très compliqué. Et avant, c'était pas reconnu comme là, c'est reconnu. C'est un travail monstre. C'est un travail monstre. Parce que beaucoup de personnes pensent que faut juste cuisiner, remettre les plats. Non. Travailler en cuisine, c'est très, très compliqué. Et je suis vraiment très content grâce à toutes ces émissions-là. J'adore Lignac. Ouais. Tu te souviens ce qu'il a fait pendant le Covid? Ouais, j'adore ça. Moi. Où il faisait à bouffer là, avec d'autres mecs par En visio, cam interposé, en visio. Ouais. C'était super. C'était fou ça. C'est super, tu vois. Et la cuisine, je pense que ça peut faire participer tout le monde. Tout le monde aime cuisiner ou tout le monde aime manger. En fait, donc Mais la nourriture, c'est. tu vois ce qu'a dit Lignac dans une interview que j'ai écouté, c'est en fait il dit pas le problème, mais ce qu'on a pu reprocher, et je crois qu'on lui avait reproché à lui aussi, c'est que la dérive des réseaux sociaux, c'est que t'es connu, enfin que tu peux être connu avant d'être reconnu. Je sais pas si tu vois la nuance. C'est-à-dire que on va dire que quelqu'un est reconnu parce qu'il a prouvé. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, t'as été chef dans X restaurant, les gens viennent bouffer là-bas parce que c'est Yanis. Quand tu gagnes un concours ou peut-être que je sais pas moi, pour une raison X ou Y, t'as 100 000 abonnés sur Insta, bah t'es connu. Mais est-ce que tes pairs, est-ce que tes semblables vont dire que t'es un bon cuisinier? Peut-être pas, tu vois. Et est-ce que ça, c'est pas peut-être Les deux sont importants. Les deux vraiment sont importants. Et je pense que, comme tu dis, la reconnaissance avec nos confrères, entre guillemets, tous ceux qui travaillent dans le milieu, là, je pense que c'est le plus important. Parce que tu peux avoir 100 000 abonnés, mais ça peut vite retomber. Mais alors que quand tu es vraiment reconnu par tout le monde, tu vois, c'est comme si je te disais, tu as une réelle fierté parce que tu es reconnu par des professionnels. Donc c'est que tu es solide. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais, quand les gens qui font le même métier que toi attestent que tu es bon dans ce que tu fais, c'est là qu'est la principale gratification, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans... C'est clair. Et non, franchement, on a un métier de dingue. Et moi, je suis content qu'aujourd'hui, on est mis en lumière. C'est vrai que ça doit durer parce que c'est un métier fabuleux. C'est fabuleux. Peut-être avec la médecine, qu'est-ce qui au final est essentiel? C'est s'alimenter, c'est prendre soin de sa santé. C'est ça. Et moi, je trouve ça incroyable. C'est quoi le rapport que tu as avec ton frère? Ton frère, il est dans un resto étoilé, je crois. Ouais, mon frère, il est chef de cuisine, il est chef adjoint dans un restaurant 3 étoiles au Pré-Catelan. Ça, c'est la haute couture. La haute couture? La haute gastronomie, pareil, en égalité avec le 5. C'est ce genre de restaurants-là qui sont emblématiques en France, sur Paris.
c'est ce qui maintient la richesse française, comment on appelle ça, l'engouement aussi de la cuisine française. Parce que c'est le chef Frédéric Anton, donc qui travaille pour le chef Frédéric Anton, qui a travaillé, qui a fait toutes ses classes avec Monsieur Robuchon. C'est la haute couture. Vous pouvez aller voir sur Instagram tout ce qu'ils font. Tout est précis, tout est... Et tu vois, regarde, ce qui est beau, c'est que tu as 2 restaurants 3 étoiles, par exemple le 5 et le Pré-Catelan, mais tu vois, les assiettes, c'est totalement différent. Totalement différent. Par exemple, c'est beaucoup plus précis au restaurant Pré-Catelan. Sur les assiettes, sont très précises. C'est leur marque. Précise d'un point de vue dressage ou précis d'un point de vue choix des goûts, choix des ingrédients? Les deux, mais plus partie dressage. Tu vois que tout est parfait. Tout est parfait. Tu vois, tout est pointillé, tout carré. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas genre des points mis un peu... genre un petit peu de sauce yuzu et trucs. Tout a un sens. Et après, voilà, le 5, c'est plus différent sur le côté dressage, mais quand tu manges un plat au 5, tu te dis putain, t'as l'impression de voir juste un poisson dans une soupe de lait, parce que je parle d'un plat signature du chef. Tu vois un poisson dans une soupe de lait avec du caviar, tu goûtes. Bon. L'acidité du lait fermenté qui se fond dans le caviar. C'est fort. Tu sais que ça me donne faim de ouf. Non, mais ça, c'est des chefs qui sont très forts. Ça, c'est des chefs qui sont très forts. C'est différent avec nous, la jeunesse qui arrivons avec, tu vois, avec beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, mais tu as des choses comme ça qui sont... Et du coup, des plats éternels, en fait. Des plats éternels. T'as des gens du monde entier qui viennent pour manger cette cuisine-là. Vous tirez la bourre, c'est quoi le rapport? Vous entendez bien déjà, première chose? On s'entend super bien. Comme je t'ai dit, on est vraiment très fat, voilà, très, très solidaire. Dans notre famille, déjà, on est comme ça. On est trop solidaire. Il y a quelqu'un qui a un problème, on s'y met tous, tu vois. Et mon frère, non, il m'a beaucoup aidé. Hein. Franchement, bon, je lui dis pas souvent, mais c'est entièrement grâce à lui que je suis là aujourd'hui ou que j'ai eu cette réussite-là aussi rapidement. Parce que comme je t'ai dit, j'ai toujours eu l'impression d'évoluer un peu plus que les autres. Un peu plus rapidement que les autres, parce que je t'ai dit, quand on rentre à la maison, on discute et on allait tous les jours ensemble au travail, on rentrait tous les soirs ensemble, parce qu'on travaillait pas trop loin et on travaillait toute la journée. Faut savoir aussi que moi je suis arrivé là aussi pas par hasard, parce que j'ai charbonné. Je travaillais sur Paris dans un restaurant où je faisais du 7h du matin à minuit et demi. Je rentrais chez moi, il était 1h, 1h30, je dormais 5 heures. Et j'arrivais au travail tous les jours. Des horaires de débile. Des horaires de malade. Et on pouvait prendre une petite pause l'après-midi. Moi, je ne le prenais jamais la pause. Toujours en train de faire des essais, toujours en train de faire des... J'ai charbonné. Franchement, j'ai charbonné. Et mon frère, à chaque fois, on parlait le soir. Ta journée et tout, je raconte ma journée, j'ai fait de la merde, j'ai fait ça, j'ai le poisson, je l'ai mis. Je lui ai fait une clé de bras quand je l'ai cuit, il me dit c'est normal, pourquoi t'as pas fait ça, ce genre de discussion en fait. Ouais. Je dis le homard là, je l'ai commencé à le cuire et j'ai l'impression que je l'avais mis, je lui ai fait une clé de bras. Tu sais les homards quand ils commencent à être... et il me dit mais non, mais tu mets des exemples, tu mets un petit pic en bois, tu le démarres doucement, tu le laisses au bord du feu, tu l'arroses de temps en temps, pas trop parce que sinon il se recoupe. C'est plein de choses comme ça, en fait. Des discussions comme ça. Pourquoi vous ouvrez pas un resto tous les deux? C'est pas un projet? Non, je pense qu'on a décidé... Lui, il est très bien où il est. Il y a plein de projets qui arrivent pour lui. C'est assez secret pour le moment, mais au Pré-Catelan, c'est le groupe Le Nôtre, ils sont plein de belles choses qui vont arriver. Et il va être... D'accord. Il va avoir un rôle important à jouer. Et il a une comment on appelle ça, excuse-moi, une relation très importante avec le chef aussi, Anton. Donc il est très bien où il est et il veut s'inscrire sur la durée là-bas. Et moi j'ai des projets, pour le moment je suis très bien avec Ricas Group, où je me vois très loin avec eux, parce que c'est un groupe qui est en pleine expansion, qui fait des choses fabuleuses avec un esprit famille. Donc toi t'es plus sur... Moi je suis plus le côté international, où j'aimerais grandir un peu avec ce groupe-là, Ricas Hospitality Group. Même si demain ils me disent vas-y va à l'étranger pour faire un Eugène à, je sais pas, Miami ou un truc. Ouais. Moi, je kifferais, tu vois, être... Donc toi t'es moins sur une quête de distinction personnelle, Ouais, non.
Moi, je suis... Des 3 étoiles Non. sur le tablier, tout ça, c'est moins... Non, c'est moins mon rêve. Ça a été mon rêve, mais maintenant, c'est différent. Bien sûr, si demain, je suis reconnu par le Michelin ou par surtout par le Goemio aussi, pour Eugène, si on arrive à avoir quelque chose, ce serait formidable, au contraire. T'as déjà connu, dans un des restos, un service où t'as su, sur le moment, qu'il y avait des mecs du Michelin ou après coup ou pas? T'as déjà vécu ça? En fait, on ne le sait jamais, mais vu qu'on avait, quand tu as des grands directeurs de salle, c'est là qui fait la différence parce que tu as toujours des signaux. Tu vois quand c'est eux ou pas. Et alors? Et quand c'est eux, quand ils pensent qu'ils ont une Suspicion? suspicion, ils nous l'avertissent direct en cuisine et on prend un peu plus soin. Et au final, c'était eux ou pas? Tu sais pas? On le sait parce que souvent, ils viennent, en fait, quand ils finissent de dîner, Ouais. ils viennent voir le chef. Mais ça, pour le moment, ça a toujours été bon signe. À chaque fois qu'ils sont venus parler avec le chef, c'est exceptionnel parce que voilà, j'ai toujours travaillé dans les restaurants qui ont acquis des étoiles. C'est toujours bien passé. J'ai jamais eu, heureusement, ce malheur de perdre une étoile. À chaque fois que chaque fois que c'est arrivé, c'est dans les médias, c'est à qui c'est arrivé comme grand chef? Il y a pas Bernard Loiseau, Marc Vera, non? Marc Vera, plein de chefs, Après, ce monde, c'est très dur. C'est très dur parce que tu travailles toute l'année là et tu es jugé sur 3 passages. C'est un peu compliqué. Il y a d'ailleurs beaucoup de chefs, même connus, qui avaient pris la parole pour dire que c'était un peu bullshit et que la légitimité qu'on leur prêtait, elle était peut-être pas celle qu'ils méritaient en réalité. Parce que moi, en France, tu as plein de restaurants qui mériteraient d'avoir de très grandes choses qui ne l'ont toujours pas, mais peut-être que ça va arriver avec le temps, il faut être patient. Tu l'as vu Ratatouille, le Disney? Ouais. Qu'est-ce que je l'aime ce film. Et tu sais que même ce film, il te donne envie d'aimer la gastronomie, d'aimer la cuisine. Je le trouve incroyable et ça représente vraiment, je pense, quand t'es touriste, c'est ce que t'attends d'un resto à Paris, tu vois. Ce petit côté bucolique, des beaux produits, des lieux un peu pittoresques. Non, franchement, c'est un beau métier. C'est un beau métier, surtout quand tu commences à... Voilà, quand tu es passionné, tu ressens directement les valeurs de ce métier. Parce que t'es beaucoup dans l'émotion, en fait. Que ce soit avec tes collègues ou que ce soit avec ton client. Quand je vois un client, il vient en cuisine pour me féliciter. Je l'ai eu ça 2-3 fois à Eugène. On peut le dire, ça, je trouve ça. Excuse-moi, je te coupe, mais parce que je trouve que c'est vraiment à ton honneur. Bon, sans rentrer dans les détails, mais donc le mec pour qui je bosse, à un moment, il cherchait un chef à domicile. Et ça faisait pas très longtemps qu'on s'était rencontrés, mais je me suis dit, attends, c'est le mec qu'il lui faut. Enfin, tu vois, quand t'es un étranger et qu'on te dit, ben voilà, le mec qui peut être ton chef perso, c'est un Français qui a fait ses classes au Georges V, etc. C'est séduisant de ouf, tu vois, je me dis. Et toi, t'as décliné l'offre, qui était pourtant, tu partais sur un gros salaire à 5 chiffres, et tu m'as dit non, parce que moi j'ai une vision qui est justement celle de m'aguerrir, voilà, de me faire un nom dans les cuisines. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Et au début, je t'ai dit, mais Yanis, t'es sûr? Enfin, réfléchis, quoi, tu vois. Et c'est là qu'on se dit vraiment que c'est un putain de métier de mec passionné d'artisanat, tu vois. C'est quand t'es capable de décliner un gros salaire à 5 chiffres pour faire à bouffer, allez, 1 fois par jour ou peut-être 2, mais voilà, au max une famille, pour à l'inverse endosser des responsabilités, des tranches horaires incroyables comme c'est ton cas. C'est là que tu dis, ok, le mec aime vraiment son métier quand même. C'est ça, parce que après faut voir plus loin, faut pas tout le temps voir les décisions, faut pas tout le temps les prendre quand tu vois juste sur le court terme. Des fois, faut voir le moyen et le long terme. Et du coup, tu regrettes pas là, j'imagine, un an après. Je suis vraiment aux anges. Là, le Eugène, c'est top. Je suis très content. Et en plus, ce que j'aime, c'est que j'ai encore plein d'idées. J'ai encore plein d'idées pour le futur. Et c'est déjà très bien. Je veux que ce soit encore... Je suis un éternel insatisfait, en fait. Quand c'est bien, je veux que ce soit très bien. Quand c'est très bien, je veux que ce soit très très bien. Jusqu'à que ce soit parfait. Sachant que parfait, qu'est-ce que ça veut dire parfait, quoi, hein? En fait, je pense que j'y arriverai jamais. Le parfait, c'est... Après, mec, c'est indéniable. T'as 28 ans.
C'est fou, la marge de progression que tu as encore, elle est... Elle est folle encore. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'en suis conscient. C'est que je suis pas borné à me dire ok, je suis déjà chef, c'est bon. Non. J'ai encore plein de choses à. Je veux être le meilleur. Je vais être au plus haut. Et je suis déterminé. Moi, tu me vois en cuisine, je suis tout le temps en train de faire des essais. Et je foire. Mais quand je réussis, souvent, c'est pas. Il y a un peu, je pense, quand on veut réussir dans ce métier, il y a un peu une transversalité avec l'esprit sportif, non ? L'esprit de compétition, cette grinta un peu, tu sais, de compétiteur. Ouais, c'est ça, c'est clairement ça. Je me vois en cuisine, hein, j'ai clairement la grinta. Je suis là toujours excité, hein, tu sais. Et à côté de ça, je fais du sport, je fais beaucoup de sport. Normalement, quand je fais. Ouais. Et ça me met bien. Et est-ce que ça, c'est un trait de caractère que tu retrouves chez beaucoup de chefs que tu connais, ce côté sportif, compétiteur ? Non, chaque chef est différent. Vraiment. Ah ouais ? Chaque chef est différent. D'accord. Ouais, t'as deux chefs qui sont un peu. T'as des chefs qui sont beaucoup plus calmes, posés. Tu vois ? Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un excité. Je suis un excité du travail. Je suis un excité de la perfection. Non. Par exemple, si je me prends un mauvais feedback sur un de mes plats, et ça peut être le cas, parce que tu vois, quand tu fais 500 couverts dans la journée, c'est compliqué de satisfaire. 500 personnes, en fait, c'est énorme. Moi, ça me dérange pas si un client n'aime pas ma cuisine. Mais un truc qui me dérange, c'est si on fait une erreur technique. Si on est trop salé, si on est trop si on est trop cuit, ça me dérange. Si un client n'aime pas ma recette, voilà, c'est chacun ses goûts. Mais si on fait une erreur technique, là, c'est problématique. Si tu demandes ta viande à point et tu l'as bleue, non, tu vois. C'est une erreur technique, une grosse erreur technique. Et je trouve que ce qui est dur aussi dans votre boulot, c'est que chaque personne, chaque client a cette espèce de pouvoir, enfin dont moi j'ai jamais usé parce que je suis pas du tout comme ça, mais de pouvoir aller sur internet, mettre des sales commentaires, mettre des 1 étoile. Alors après, bon, j'ai jamais eu moi des expériences catastrophiques. Enfin, j'ai du mal à croire que des gens puissent sortir et que ce soit le désastre, tu vois. Moi, je te dis la vérité, j'ai arrêté de regarder ça. Genre maintenant, j'en discute avec ma GM toutes les semaines. Elle me le dit, mais j'ai arrêté de regarder par moi-même parce qu'en fait, moi, ça me touche trop. Parce que quand tu mets du cœur dans quelque chose, en fait, voilà, tu peux être pas satisfait, tout ça, donc, ouais, c'est ton droit, mais il faut penser aussi à le travail qui a été fait derrière. Tu vois, ton plat, je te l'ai pas foiré parce que j'ai envie de te le foirer, parce que j'ai un truc contre toi. Non, mais les erreurs techniques arrivent à tout le monde. Et franchement, ça fait mal au cœur parce que tu mets du cœur dans ce que tu fais. Tu travailles depuis le matin jusqu'au soir à faire de ton mieux, à tes gars aussi qui font de leur mieux, et au final ça c'est un peu voilà. Et au final, quand tu réfléchis, il y a très peu de métiers où tu es soumis comme ça au jugement immédiat, à froid, du quidam, si tu veux, du mec qui n'est même pas du milieu. Encore quand c'est un mec qui est dans le même domaine que toi, tu vas dire ok, lui il a un regard constructif sur ce qu'il va me dire, il sait de quoi il parle, c'est pas de la méchanceté gratuite. Mais quand quelqu'un vient manger chez toi et parce que peut-être quelque chose, allez, un 10e du repas s'est mal passé pour une raison X ou Y, il se permet de te bâcher, dire que le resto c'est de la merde, que le plat c'est un scandale, que ça met... Ouais, je me dis putain, mais combien il y a de métiers où au final t'es soumis à cette critique, sans parler des réseaux sociaux où du coup les mecs vont poster les plats. Ça va très vite après. Taguer le restaurant, etc. En fait, c'est vrai qu'il faut se rendre compte, je pense que c'est énormément de pression comme métier. C'est beaucoup trop de pression, et après t'as tes boss qui vont t'appeler, ils vont te dire ouais, c'est pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Tous les jours t'es soumis à la pression. Moi ce qui est bien, c'est que moi je le vis bien, la pression. En fait, moi la cuisine, je la prends comme si c'était un jeu, tu vois. Je le prends comme si c'était un jeu. Je vais au travail avec le smile, toujours avec le plaisir, parce que si tu commences à te mettre la pression pour la moindre des choses, la pression je me la mets, mais correctement. Je me la mets pas à me froisser, tu vois. Je me la mets correctement, je la prends pour tous les jours être au max, mais pas à me pourrir, tu vois. Et parce que ça peut vite te pourrir. Il y a beaucoup de pression dans ce métier, trop de pression. Et dans ta vie de tous les jours, tu te fais à bouffer, tu es un fin gourmet quand tu te fais à manger chez toi tout seul dans ton appart ou En fait, depuis que je suis à Dubaï, c'est vrai que je travaille beaucoup, donc en vrai, quand je rentre, il est déjà tard. En fait,
vu que tu travailles beaucoup, tu passes tes journées, en fait, tu manges le midi au travail, Ouais. tu manges le soir au travail. En fait, Donc tu manges jamais chez toi. Non, le seul repas que tu te fais, c'est peut-être le petit-déj. C'est tout. Donc, ouais. Et je sais pas si tu le fais ou pas, mais si tu invites des gens à dîner chez toi, par exemple, alors après, tu as tellement vu que tu es tout le temps. Tu vas faire à manger comme si tu étais au resto. C'est quoi l'optique? Moi, ce que j'aime, c'est faire des plats de souvenirs, tu vois, genre des plats de partage. Plats de partage, c'est super important. C'est peut-être lié aussi un peu à la culture méditerranéenne aussi, non? Ouais. Des gros plats de couscous, où tout le monde mange. Tu vas mettre un grand plat au milieu, que ce soit, si on parle de français, ça va être un gigot d'agneau piqué à l'ail avec des haricots verts ou des grands plats. Comme je t'avais fait au restaurant, un grand plat de frites avec le poulet, tu vois. Putain, ce genre de plat. Tu vois, je t'avais fait une enlève-moi le caviar, enlève-moi les langoustes, j'en ai rien à taper. Un poulet rôti avec des frites. Et c'est ce que j'aime aussi, tu vois, parce que moi, ce que j'aime à Eugène Eugène, c'est qu'on est un peu ouvert, tu vois. Regarde, la dernière fois, tu avais réservé une table, on avait fait des choses un peu extra. Ouais. Et c'est ce que j'aime à la cuisine. J'aime pas toujours être toujours dans le boring, dans l'ennui, toujours de la même chose chaque jour. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de plats en suggestion, de plats du jour. La dernière fois, j'avais fait une pomme caramélisée dans une pâte feuilletée, en dessert du jour, en suggestion. Non, mec, ton dessert. Le chou. Ah, le chou figue. Le chou figue. Parle aux gens du chou figue. Le chou figue, c'est... En fait, voilà, je voulais partir sur un dessert assez commun que tout le monde connaît. Le chou, tu sais, le chou à la crème. Et la particularité, en fait, dans tous mes plats, je pense comme ça. Je pense à la petite différence qui va te... Voilà, la petite chose qui va faire la différence. Et en fait, dans ce plat-là, c'est que je prends le bas du chou et je le cuis comme une tarte. Je le cuis comme une tarte amandine, mais avec de la figue. Donc en fait, je fais une crème d'amande. Donc je fais une première cuisson sur mon chou, je le coupe en deux, et après je fais une crème d'amande. Je mets un morceau de figue dedans et je le recuis au four. Et en fait, ça te fait une croustillance. T'as le côté gourmand de l'amande qui va te faire ça. Oh, tu sais que j'en rêve là. Ouais, non, franchement. Tu sais que je le veux là. Et la crème, elle est d'une densité, d'une onctuosité. Ouais. Et c'est ce que j'aime en fait, c'est que tous mes plats, je les fais comme ça. Je pars sur une idée simple et je trouve la petite touche qui va faire la différence. Ouais. Toujours. Ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est toujours. C'est ça qui fait que quand tu repars, t'as un souvenir de ce que t'as bouffé en fait. Et c'est ça qui fait que tu... Ouais, non, c'est ça. Par exemple, je fais un poisson avec une vierge de légumes. Mais la vierge de légumes, je la fais pas avec du citron, un peu comme tout le monde. La vierge de légumes, je la fais avec du verjus. Verjus, c'est du jus de raisin. Donc je me sers de l'acidité du jus de raisin qui va remplacer entre guillemets le citron. Et qui fait totalement la différence. Et pour moi, c'est un grand plat. Donc, tu vois, c'est ces petites choses-là en fait, que j'aime en fait, dans la cuisine et que voilà, je suis retourné un peu sur la simplicité, mais avec des connaissances, le côté créatif un peu des endroits où j'ai travaillé. Donc je suis en train de mélanger un peu les choses. Tu connais l'émission de télé qui existe malheureusement plus, les escapades de Petit Renaud? Ouais, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr, France 3, non? Ouais, c'était France 3, ouais. France 3, je crois, ou... Non, c'était France 3, France 3. C'était à 12h10, je crois, de mémoire, le dimanche. Tu sais que... c'est, je pense, mon émission de télé préférée. Ce mec-là... Avec la bicyclette, là, non? Ouais. Et bon, je crois que malheureusement, il a une maladie, je crois qu'il a Parkinson, qui fait qu'il a dû arrêter ses activités de journalisme. Ça, c'est la gastronomie que j'aime, la gastronomie qui me fait rêver. Tu sais, bon, il est allé à Dijon chez plusieurs chefs, tu vois. Il est allé chez William Frachot, qui est un chef, son resto c'est le Chapeau Rouge, qui est un chef 2 étoiles. Enfin, il a fait tous les restos, il a rencontré tous les chefs français, tu vois. Et cette gastronomie là de la France, avec les beaux produits, où à chaque fois le chef il va inviter le fromager chez qui il prend ses fromages. C'est super. La boulangerie dans laquelle il se fournit pour son pain, l'éleveur pour les bovins, etc. Enfin, qu'est-ce que ça me fait rêver. Et franchement, dans une autre vie, j'aurais aimé être à ta place. J'aurais aimé être chef. Je trouve que tu fais un métier incroyable, où tu t'ennuies jamais, où les jours ne se ressemblent et pas. Où tu donnes un plaisir aux gens. En fait, je pense qu'on est tous pareils. Tous les gens qui nous regardent, ils vont être d'accord. C'est quand tu vas dans un restaurant, que tu es excité à l'idée d'aller manger dans ce restaurant-là, et ça fait ta journée en vrai. Tu sais, moi... T'as toujours le souvenir. Tu te dis, tu te réveilles le lendemain.
ce que j'ai mangé, c'était incroyable. C'est ça, Non, c'est ça que j'aime, c'est le côté partage, le côté émotion. Dans ce métier, tu l'as tout le temps parce que tu provoques de l'émotion et tu vois, tu as une connexion avec ton client. C'est ça que j'aime. C'est que nous, tu sais, on est le restaurant en fait, tu peux voir la cuisine ou tu peux voir la pâtisserie. Et souvent, je vais me poser en pâtisserie, je regarde un peu, tu sais, j'aime bien voir les réactions des gens. Ouais. C'est quand ils commencent à leur première bouchée et leur truc. Et quand ils font un hochement de tête, c'est réussi. Et la magie. Je suis trop content. Ouais. Tu sais, un hochement de tête peut me rendre heureux. Juste. Un petit truc comme ça, genre ça me rend heureux. Putain, c'est Parce magique. que je me dis... Quel conseil tu donnerais s'il y a des jeunes chefs qui nous regardent, qui tombent sur le podcast c'est quoi les choses qu'il faut, voilà, si tu veux devenir un chef? Il faut persévérer parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut pas lâcher. Il faut toujours avoir un objectif en tête. Il faut toujours que tu aies un grand objectif en tête à chaque fois. Et comme ça, au moins, même si tu l'atteins pas, tellement que l'objectif sera haut, tu auras accompli déjà beaucoup de choses avant. Et il faut toujours se mettre des choses inatteignables. Mais comme je te disais, hein, si tu m'aurais dit j'allais être chef à 27 ans, j'aurais jamais cru. Et moi, au début, mon challenge, c'était il fallait que je sois chef avant 30 ans. C'est dire que c'est très bien. Et je l'ai fait. Et je voyais ça inatteignable parce que c'était pas facile. Il faut toujours se mettre des objectifs et être déterminé, être persévérer. Tout le temps. Et faire les choses avec le cœur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te maintienne, qui te, comme dans le sport, c'est quoi ton kiff de te réveiller tous les matins pour te faire transpirer, tu vois, te faire... Non, il faut que tu aies du cœur, il faut que tu aies un objectif et que tu suives le process sans lâcher. Parce que c'est pas facile. Donc il faut persévérer. Persévérance et détermination. En tout cas, c'est ce que j'ai appliqué et c'est ce qui fait actuellement ma réussite, mais je suis encore loin de ce que je veux faire. Super. C'est quoi la différence entre un chef et un cuisinier? Est-ce qu'il y a une différence? Ouais, parce que quand tu es chef, ton travail, c'est plus d'être derrière les fourneaux tous les jours. Le travail, il est plus grand. Les plus grands, c'est ce que maintenant, par exemple, là, je suis toujours à la recherche des meilleurs produits, tu sais, parce que en fait, il faut que tu mettes à l'aise un peu tes cuisiniers. Donc, faire tes repas, t'organiser ta cuisine comme il faut, gérer les problèmes que tu as chaque jour, que ce soit avec les fournisseurs, que ce soit avec ton équipe, que ce soit avec les clients, que ce soit avec ton boss. T'as des choses à gérer hein, plus que ta cuisson de viande, tu vois. Ta cuisson de viande, il faut... Mais moi, ce qui est bien, c'est que j'ai direct su bien m'entourer. Parce que je suis entouré de personnes super. J'ai vraiment beaucoup de chance d'être avec... J'ai un sous-chef qui est super, qui a beaucoup d'expérience. J'ai une sous-chef qui est très calme. En fait, j'ai trouvé un équilibre dans mon équipe qui est super. Et voilà. Je suis toujours dans le respect, dans le respect avec eux et ils me donnent chaque jour ce que j'ai besoin. Et non, le travail d'un chef de cuisinier, c'est au-delà de cuire un œuf. C'est de penser à demain. Que ce soit dans la carte, que ce soit dans toute chose. C'est penser à demain. Parce qu'il ne faut jamais rester sur aujourd'hui. Toujours penser à demain. Que ce soit dans tes plats, parce que les plats, il faut les faire grandir. Tu peux pas laisser des plantes, tu peux pas les laisser comme ça sans les arroser. Il faut toujours reperfectionner tes choses ou que ce soit sur des petites choses. Hein. Est-ce que tu aimerais qu'un jour des jeunes chefs, je sais pas qui est ton chef, c'est qui le chef qui te fait rêver toi? Celui pour lequel tu as le plus d'admiration, celui... Moi, c'est chef Frédéric Ganton, celui qui travaille pour mon frère, ou Christian Loscar. C'est ces deux chefs-là qui m'ont fait rêver et qui me font toujours rêver et qui m'ont fait arriver là où j'en suis. Est-ce que tu aimerais qu'un jour on dise Yanis Sgar, c'est... Clairement, moi j'aimerais être un nom, j'aimerais être une image, bien sûr, dans le futur. Mais j'ai encore plein de choses à atteindre. Franchement, c'est passionnant, je te jure, je
Je suis trop content de l'échange. On sent que tu es passionné. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais on sent vraiment la passion. On sent vraiment l'amour du métier. On sent ce que pour moi devrait être un chef, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas que quelqu'un qui a la tête d'un restaurant, c'est quelqu'un qui vit vraiment l'aventure. C'est exactement ça. Moi, je suis... Chaque fois, en plus, ce qui est bien, c'est que chaque jour, je vais au travail avec le sourire. Je me mets jamais, tu sais. Et c'est ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, en fait. C'est, en fait, au-delà on parle pas d'argent, on parle pas de... Mais le travail, c'est ce qui prend plus de temps dans ta vie, en fait, dans toute ta vie. Et c'est la moindre des choses, en fait, d'y aller sans, tu vois, genre... Pas y aller à reculons. Voilà, pas y aller à reculons. Voilà, exactement. Moi, j'y vais avec le sourire, avec le smile. C'est pas je me dis, je vais au travail. Non, jamais. Je me suis jamais dit ça. Même à l'époque, quand t'étais commis... Non, parce que je kiffais. J'étais un excité. Et franchement, je kiffais. J'en prenais plein la gueule. Des fois, je rentrais, je pleurais. Parce que on était vraiment dans le vrai, en fait. C'était dur. C'était vraiment dur. Parce que je me prenais de taquet. C'est dur, des fois, pour l'ego. En plus, je suis pas quelqu'un qui se vexe trop rapidement ou quoi, mais des fois, c'est dur. Hein. On me dit que t'es une merde devant tout le monde. Mais c'est bête à dire, mais ça m'a aidé, tout ça. C'est genre... Ça t'a forgé. Ouais, parce que c'est... On me dit que t'es une merde, tout ça, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Ça t'aide. C'est pour toi, c'est pour ton futur, et je le vois maintenant. Tu vois, donc tous ceux qui actuellement qui vivent ce que j'ai vécu, serrer les dents. Il faut serrer les dents. C'est pour le futur. C'est pas, tu vois, faut pas prendre les choses. Et après, souvent, les gens qui craquent, donc après ils démissionnent, après ils font carrément autre chose, ou ils arrêtent carrément le métier. C'est pour ça que c'est très dur. C'est très dur de réussir dans ce métier-là, parce que les premières étapes sont très compliquées. Après, ça peut aller très vite, mais ça dépend après de toi. Ça dépend que de toi. Il n'y a pas de chance. Ça dépend que de toi. Écoute, je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est une superbe conclusion, Yanis. Je te remercie infiniment d'être venu. Merci de l'invitation, en tout cas. J'espère que les gens kiffent cette heure et demie qu'on leur a offert de discussion, de voyage. Moi, ça m'a donné faim. Je t'avoue que quelle heure il est là? Il est 20h. Il est là de prendre un cordon bleu, ouais, j'imagine. Ah non, pour le sport. Peut-être demain. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, allez donner un max de force à Yanis. On mettra son Instagram dans la description de la vidéo sur YouTube et de toute façon sur Insta. Après, vous voyez quand même souvent des stories où je le mentionne. Voilà, t'es un super cuisinier, t'es un super mec dans la vie, et c'est ça qui fait que pour moi ça marche. Tu vois, que pour moi, à mon avis, c'est déjà ça qui fait que t'as un succès que tu mérites, qui est pas du tout galvaudé. Et je te souhaite le meilleur. Je pense que le meilleur est à venir. Merci beaucoup. Voilà, le meilleur pour toi, le meilleur pour Eugène. Et en tout cas, moi, je continuerai de venir manger, peu importe où tu iras bosser. Et voilà. Merci beaucoup, Yanis. Merci, Vincent, pour l'invitation. C'était un plaisir. Et bah écoute, plaisir partagé. Likez la vidéo, commentez, partagez. Vous connaissez, vous savez que c'est ça qui fait marcher le podcast. Yanis, on se voit très vite. Et puis vous, je vous dis à très vite pour un prochain Ça dit quoi. Ciao.